on est en général en décalage d'information. Et donc, ces rencontres qui sont à la fois donc, en présentiel, mais je crois qu'il y a une trentaine de personnes qui sont connectées, c'est en ligne actuellement. 15 pour l'instant. 15 pour l'instant. Donc, il y en a 30 qui ont prévu 15 endroits qui se sont connectés. Donc on relance cette initiative, on utilise d'ailleurs un nouveau système qui est plus Webex, donc un autre truc dont je sais le nom, en espérant que la qualité sera au rendez-vous. Et donc voilà, donc c'est important. À la fin de cette réunion, je serais intéressé aussi d'avoir vos retours peut-être dans la salle et en réseau sur finalement est-ce que ces formules vous conviennent, est-ce que ça répond à vos attentes, etc., etc. En tout cas, j'espère que, enfin moi, je suis très intéressé par ce qu'on va se dire. Je remercie tous ceux qui vont participer à cette réunion. Martial, Samuel, qui m'ont organisé, et puis l'ensemble du cas d'innovation. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, donc j'étais chargé de prévoir l'organisation de ce premier webinaire sur l'hydrogène. Alors, je vais essayer de faire très très court. Normalement, l'hydrogène, ça nous interpelle tous, ça interpelle en tout cas l'ancien enfant, l'ancien adolescente ou l'ancienne adolescente ou l'ancien adolescent que nous sommes. L'hydrogène, c'est quand même pas rien, hein, c'est le combustible du Nautilus de Jules Verne, qui avait prévu, alors on m'a demandé, effectivement, la citation est bien de Jules Verne, hein, aux trois quarts du 19e siècle, il avait prévu que l'hydrogène serait le fluide énergétique universel. Et puis, un peu poussé plus loin aussi, c'est ce qui fait vivre la station orbitale. Voilà, donc l'hydrogène, est-ce que c'est de la science-fiction, de la technologie, du business? On ne sait pas trop. Mais aujourd'hui, il s'agit d'interpeller pas uniquement l'ancien adolescent ou l'ancienne adolescente qui est en nous, mais aussi l'adhérent FEDEN. En gros, l'hydrogène, est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est un business actuel ou futur des adhérents de la FEDEN? Alors, on va essayer de répondre à cette question. Et donc, pour cela, on a invité deux personnes qui, vous verrez, ont des présentations complémentaires. Hélène Pierre, qui est une des personnes qui connaît le plus le sujet en France, qui va présenter le concept de l'hydrogène, on va dire, la macroéconomie, les grandes tendances, ce qu'on peut en faire, comment il peut être utilisé. Donc elle aura une vue relativement macro de l'hydrogène. Elle soulignera l'importance de la mobilité dans cette économie qui naît. Et puis on fera la transition avec Nicolas qui lui va présenter l'application de l'hydrogène dans le bâtiment, puisque la FEDEN c'est plutôt le bâtiment, hein, donc on pensait qu'il était bien quand même d'insister sur ce point, en montrant qu'il y a déjà quand même des technologies, des applications qui existent, et des business models qui sont en train de se faire, et on a des premières affaires qui se développent sur ce concept. Donc je ne veux pas être plus long, parce que je suis pressé d'entendre Hélène nous parler de l'hydrogène et de ses premières implications dans notre économie. Tiens. Bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Pierre, je suis développeur à Angela Hydrogène. J'aurai l'occasion de vous présenter, faire un ou deux slides, vous présenter un peu plus en détail qui nous sommes. Mais en fait, en introduction, donc nous sommes le centre de R&D corporate d'Engie dédié au gaz et aux énergies nouvelles, et donc avec tout un lab aujourd'hui, notamment, qui travaille sur ces technologies liées à l'hydrogène. Donc je vais faire effectivement un tour de piste rapide de l'hydrogène, de ses principaux enjeux en trois grandes parties. La première qui va concerner c'est quoi l'hydrogène, quels sont ses grands enjeux aujourd'hui. Deuxième partie, très rapidement, je vous présenterai au niveau du lab, finalement aujourd'hui, ce que l'on fait, hein, quels sont les grands domaines sur lesquels on travaille dans le domaine de l'hydrogène. Et puis, pour terminer, je finirai par quelques exemples concrets de projets, parce que ça permettra d'illustrer le propos et puis de montrer finalement toute la dynamique et toutes les réalisations concrètes qui sont en train de se développer aujourd'hui sur l'ensemble des technologies et des marchés autour de l'hydrogène. Donc, quelques grands enjeux au niveau de l'hydrogène. Alors, c'est peut-être bien connu de certains d'entre vous, néanmoins pour mémoire, hein, pour se rappeler effectivement d'où vient effectivement cette impérieuse nécessité de développer aujourd'hui l'hydrogène. Dans le contexte effectivement de la transition énergétique, il y a la volonté de développer massivement des énergies renouvelables dans notre mix énergétique.
directive donne au niveau européen 32% à horizon 2030 d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie. Ça va représenter effectivement des croissances très fortes d'énergie renouvelable et en fonction effectivement de cela, notamment pour l'éolien et le solaire, par exemple, qui sont aujourd'hui des énergies intermittentes, c'est-à-dire qui vont produire au moment où il y a du vent et du soleil, mais pas nécessairement effectivement au moment où il y a des consommations, eh bien ça va générer des déséquilibres entre offre et demande. C'est par exemple ce que l'ADEME illustrait dans ses scénarios. Un des schémas qui est donné ici montre dans la zone assurée en bleu finalement tous les moments de surcapacité, c'est-à-dire où il va y avoir de production sans avoir en face au même moment de la demande d'électricité. D'où la nécessité impérative de développer des vecteurs de flexibilité. Donc, flexibilité au niveau de la demande, et aussi flexibilité bien sûr au niveau de l'offre, donc entre autres effectivement des besoins accrus de modes de stockage performants. Les potentiels, en fait, dans l'étude de l'ADEME, ils envisagent que ça pourrait être à horizon 2030, selon les scénarios, bien sûr, mais ces scénarios disent aux alentours de 13 TWh, entre 35 et 70 TWh à horizon 2050 de surcapacité électrique. Donc on voit effectivement l'enjeu que cela représente, et si on veut demain pouvoir intégrer totalement, complètement cette valeur renouvelable dans notre système énergétique. Alors, l'hydrogène et le power to gas, dans ces vecteurs de flexibilité aujourd'hui, sont particulièrement prometteurs. Donc pourquoi pour différentes raisons. Parce qu'on pourrait me dire, après tout, il y a des batteries, il y a des systèmes aujourd'hui qui pourraient tout à fait remplir cette mission. En fait, oui et non, c'est-à-dire demain, par rapport à ces besoins de stockage d'énergie, on va avoir besoin de l'ensemble des moyens. Les batteries en sont un, mais en complémentarité, on a besoin d'autres modes de stockage et de valorisation de cette énergie renouvelable. Donc l'hydrogène est là, et le power to gas, ils ont cette capacité notamment de pouvoir stocker de très grandes quantités d'énergie. On voit par rapport aux objectifs, effectivement, que cette notion de quantité, elle est à terme essentielle. Là où les batteries sont plutôt entre kilowatts et mégawatts, on peut aller avec l'hydrogène et le power to gas jusqu'au gigawatt, et effectivement avoir des quantités considérables effectivement d'énergie stockée par ce biais, et on peut aussi stocker via l'hydrogène sur de très longues périodes. On peut aller bien sûr de quelques secondes jusqu'à quelques mois de stockage. Donc on peut aussi faire via l'hydrogène du stockage intersaisonnier. Donc c'est une grande flexibilité dans le système qui fait effectivement qu'aujourd'hui l'hydrogène est un vecteur, dans le mapping des vecteurs de stockage, un vecteur extrêmement prometteur. Et c'est pas le seul atout. Autre atout, effectivement, l'hydrogène, on va transformer ces électrons en surcapacité en un gaz hydrogène, et à partir de là, bien sûr, on peut reconvertir en électricité, mais ce qui est plus pertinent certainement, c'est aussi d'aller transférer cette valeur sur d'autres marchés, donc d'avoir en arbitrage d'autres marchés que le marché électrique, sur lesquels on va pouvoir valoriser cette part d'énergie renouvelable, et notamment aller vers les marchés de la mobilité, les marchés de l'industrie, les marchés du bâtiment, voire coupler avec le système gaz, puisque on va le voir tout à l'heure, on peut aussi porter cette valeur renouvelable, ces électrons renouvelables, via l'hydrogène dans le réseau gaz naturel et le valoriser via l'ensemble des applications et des usages du gaz naturel. Donc on a un couplage des systèmes, et on peut faire aussi du liquide avec de l'hydrogène, donc on a un couplage de l'ensemble des systèmes énergétiques qui apporte cette flexibilité et permet d'avoir un ensemble de marchés sur lesquels on va pouvoir optimiser, valoriser, intégrer cette part de renouvelables. On peut utiliser la capacité de stockage des canalisations de gaz qui est 300 fois supérieure aujourd'hui au réseau électrique, donc qui est effectivement un vecteur de stockage extrêmement important. Donc on voit effectivement toutes les potentialités que représente aujourd'hui l'hydrogène par rapport à la résolution de cette équation du système énergétique. Et les perspectives qui ont été faites notamment au niveau de l'hydrogène country envisagent qu'à horizon 2050, l'hydrogène peut représenter 18% de la consommation finale d'énergie. Donc on voit effectivement que ce vecteur, il est loin aujourd'hui maintenant d'être dans l'épaisseur du trait, il est dans une dynamique très forte en raison des atouts qu'il amène au système énergétique. Alors,
le petit schéma que je vous présente, et encore c'est pas le plus complet, mais il a effectivement pour objectif juste de montrer toutes ces potentialités, cette flexibilité, toutes ces potentialités aujourd'hui de couplage. Donc lorsque l'on va de façon très simple, là je parlais d'électrolyse parce que mon discours et ce que je vais vous présenter, notamment dans la transition énergétique, c'est de l'hydrogène vert, c'est vraiment de l'hydrogène, et c'est ça l'atout, qui est produit à partir de décarboné, de renouvelables notamment. C'est là la valeur de l'hydrogène dans la transition énergétique. Et je vais faire un focus, notamment souvent dans mon discours, sur l'électrolyse. C'est pas la seule façon de produire de l'hydrogène vert, mais c'est peut-être aujourd'hui la plus répandue. Donc, à partir de renouvelables solaires et éoliens, on va produire par électrolyse de l'eau de l'hydrogène, et à partir de là, on a une multiplicité de possibilités. Cet hydrogène, je vais pouvoir directement l'utiliser dans le transport. On verra à la fin de la présentation, quelques projets se développent de façon extrêmement importante aujourd'hui, la mobilité hydrogène. Je vais l'utiliser pour l'utiliser dans l'industrie. Il y a d'ores et déjà beaucoup d'industries qui utilisent l'hydrogène pour leur process, mais souvent c'est de l'hydrogène carboné. Et là, on va parler d'hydrogène vert, ce qui représente une valeur aussi environnementale pour ces industries. Dans des réseaux de chaleur, on peut l'utiliser dans le résidentiel tertiaire, et Nicolas en fera aussi une belle illustration. Donc en fait, on va pouvoir porter cette valeur et l'utiliser dans différents domaines, purs par exemple, mais on peut aussi injecter cet hydrogène dans les réseaux gaz. Je ferai un petit focus à la fin de ma présentation. Par contre, en volume limité, on verra, mais néanmoins, c'est aujourd'hui un modèle qui peut tout à fait se développer et qui est extrêmement pertinent pour verdir du coup le réseau de gaz naturel, avoir finalement un gaz distribué plus vert qui comporte effectivement moins de fossiles et plus de renouvelables. Et une fois que l'on a ce mélange hydrogène-gaz naturel, on peut très bien demain revéhiculer cette part mélange hydrogène-gaz naturel, donc une part de renouvelable et moins de CO2 dans l'énergie gaz, dans les applications du gaz, dans le domaine du GNV, dans le domaine pour les réseaux de chaleur, pour les chaudières dans le résidentiel, dans le domaine de l'industrie. Alors, en quelle quantité, en quel pourcentage d'hydrogène, on l'évoquera, mais ça fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de travaux de R&D, mais c'est effectivement une façon aussi très pragmatique, en complémentarité de l'hydrogène pur, d'aller porter cette valeur hydrogène dans le système énergétique. Et puis, enfin, bien sûr, on peut aussi reproduire de l'électricité à partir de l'hydrogène par la technologie inverse de l'électrolyse, qui est la pile à combustible. Et juste pour terminer, on peut aussi, si l'on veut effectivement connecter complètement avec le système gaz, eh bien on peut faire ce que l'on appelle une opération de méthanation, c'est-à-dire que cet hydrogène, on va le faire réagir avec du CO2 dans un réacteur de méthanation, et on va reproduire un méthane, donc un gaz de synthèse, qui lui sera complètement compatible avec le gaz naturel et qu'on va pouvoir réinjecter aussi dans les réseaux. Ce sera un gaz de synthèse, un méthane de synthèse qui comporte une part verte. Donc, voilà, concrètement, on a évoqué le power, on appelle power to hydrogène, donc dans la mobilité. Mobilité hydrogène aujourd'hui, ça se développe, on évoquera quelques projets, mais effectivement sur de la mobilité terrestre, que ce soit notamment les flottes de véhicules pour commencer, que ce soit des véhicules lourds, que ce soit comme des bennes, des camions, et aussi des bateaux. On parle aujourd'hui des trains qui se développent, qui roulent en Allemagne, il y en aura prochainement également en France, que ce soit dans le domaine du maritime, voilà. Donc véhicules lourds, mais aussi véhicules légers. Il y a aujourd'hui un ensemble de petits véhicules effectivement qui roulent à l'hydrogène, et cela devrait bien sûr s'accélérer dans les années à venir. Donc mobilité zéro carbone et mobilité verte via ces applications d'hydrogène pur. Matière première pour l'industrie, c'est aujourd'hui le domaine sur lequel l'hydrogène s'est développé dans les dernières années. Là aussi, ça va se développer sur de nouveaux process, et surtout l'idée est là, comme je vous le disais, d'aller sur de l'hydrogène plus vert. Parce que, notamment, si je fais une petite parenthèse, hydrogène dans l'industrie, aujourd'hui, c'est produit notamment à partir de réformage de CO2, de gaz naturel, et donc, du coup, avec de fortes émissions de CO2.
C'est 3% des émissions en France de CO2, en fait, hein, l'utilisation du gaz naturel pour fabriquer de l'hydrogène dans l'industrie, d'où l'importance, notamment qui est au niveau du plan dit l'eau, en quelque sorte, d'aller effectivement substituer une part de plus en plus importante de cet hydrogène carboné par de l'hydrogène vert renouvelable. Injection en réseau gaz pour avoir, comme vous disiez, un gaz finalement plus vert sans rien changer sur la filière aval des applications du gaz naturel, donc décarboner les usages et injecter du coup massivement cet hydrogène parce que dès lors que l'on connecte avec les réseaux gaz, c'est l'ouverture vers un marché massif effectivement d'applications, et puis cogénération, production d'électricité, production de chaleur et Nicolas l'illustrera tout à l'heure. Pour tout méthane, c'est-à-dire, comme je l'évoquais, refabriquer du méthane, notamment lorsque l'on veut s'exonérer de la contrainte de la limite de capacité d'injection directe d'hydrogène en réseau gaz. Et puis, power to liquide, parce qu'à partir d'hydrogène et de CO2, on peut refabriquer l'ensemble des hydrocarbures, finalement, qui existent, mais de façon plus verte. Et donc, on peut produire, à partir d'hydrogène et de CO2, des liquides dans le domaine de l'industrie, du méthanol, du DME, du kérosène, dans le domaine des carburants de synthèse. Là aussi, ce sont des voies qui sont explorées, qui sont extrêmement prometteuses. Alors, quelques enjeux aujourd'hui dans le domaine R&D sur la chaîne hydrogène pour accélérer effectivement son déploiement massif sur les marchés, mais sachant qu'aujourd'hui l'hydrogène c'est une réalité commerciale, c'est loin de n'être qu'un sujet de R&D, c'est une réalité commerciale avec une très forte dynamique effectivement dans les mix énergétiques. Sur la production d'hydrogène, je dirais le premier axe, ça va être de réduire les coûts. Bien sûr, c'est d'arriver effectivement à un coût de revient de l'hydrogène qui soit de l'hydrogène vert, qui soit de moins en moins onéreux. Pour ça, l'idée, ça va être bien sûr de travailler sur différents leviers. Production d'hydrogène, lorsque l'on parle d'électrolyse, en fait, on va avoir comme facteur entrant dans les coûts, d'une part le prix, le coût de l'électricité renouvelable, mais on voit que avec les déploiements massifs à terme de cette énergie renouvelable et puis des surcapacités que l'on aura, on peut s'attendre à terme à avoir des prix de l'électricité renouvelable qui vont aller plutôt en décroissant. Les rendements qui sont un point extrêmement important, notamment lorsque l'on va vouloir s'adresser à des marchés massifs. Là, chaque point de rendement a une incidence considérable sur la compétitivité de la chaîne. Les coûts d'investissement des technologies d'électrolyse, et là aussi, tout cela correspond vraiment aujourd'hui à des travaux qui sont menés d'optimisation de la chaîne, qui sont réalisés par les constructeurs de technologies ou par des centres de recherche pour aller gagner ces points de rendement, pour aller diminuer ces coûts d'équipement. Si je fais un bref focus sur l'électrolyse, on a en gros 3 technologies d'électrolyse, pour faire schématique. On a l'électrolyse alcaline, qui est la plus mature, qui s'est développée depuis des dizaines d'années, qui a énormément gagné, effectivement, enfin réalisé d'améliorations dans les dernières années. L'électrolyse PEM, qui est un petit peu plus récente, elle, qui est une technologie qui se développe, qui est aujourd'hui au stade industriel et qui effectivement se développe aussi sur le marché, qui est un petit peu moins mature. Et puis le game changer, qui est aussi l'électrolyse haute température, qui elle n'est pas encore mature industriellement, mais qui effectivement se développe et représente effectivement un gros espoir aussi, notamment sur les rendements. Donc si je fais un rapide focus, rendement sur les chaînes alcalines, PEM, on est aujourd'hui pour l'alcalin entre 70-75% de rendement, grosso modo, sur la PEM pouvant arriver, il y a des travaux de R&D en cours pour arriver dans les années à venir jusqu'à 80 voire 85% effectivement de rendement. L'électrolyse haute température, la promesse qu'elle porte, c'est que valorisant la chaleur, elle peut arriver à des rendements extrêmement élevés jusqu'à 90-95%, et Nicolas vous en dira, je pense, de mots, donc des rendements très très forts, effectivement, qui vont permettre d'avoir finalement une réduction dans ces coûts d'exploitation de l'hydrogène. Et puis si l'on parle des coûts d'investissement,
Là, on peut dire que dans les dernières années, on s'attend à une division par deux du coût d'investissement sur les technologies. Lorsqu'on parle d'alcalin, de PEM, dans le rapport de l'eau, on évoquait en fait aujourd'hui en euros par kilowatt sur ces technologies d'électrolyse. Aux alentours, et là, une fois de plus, c'est vraiment des chiffres très macro et moyennés, hein, mais on est aux alentours de aller entre 800 et 1000 euros par kilowatt, et on devrait descendre, enfin, diviser par deux, arriver à 400 euros par kilowatt dans les 10 ans à venir. L'électrolyse PEM, elle a divisé ses coûts d'investissement, hein, le coût les euros par kilowatt en investissement par 4 depuis 2010. Donc voilà, ça vous donne une idée des challenges, mais aussi aujourd'hui de la vraie décroissance des coûts de ces technologies de production d'hydrogène pour rendre à terme l'hydrogène de plus en plus compétitif, l'hydrogène vert de plus en plus compétitif dans le mix énergétique. Des enjeux sur toute la chaîne de compression, de transport, de stockage. Et là aussi, l'idée, effectivement, c'est de réduire les coûts, par exemple, notamment pour la compression, mais aussi pour le transport, parce qu'on sera demain dans des logiques, on va le voir, où on peut être soit en production vraiment au plus près du site de consommation, soit effectivement en production dans des plaques du monde où il y a des énergies renouvelables disponibles en très très grande quantité et à très faible coût, et où on va avoir des transports y compris longue distance, de cet hydrogène vers les plaques de consommation. Et là, ça nécessite effectivement, par contre, d'avoir des modes de transport qui soient environnementalement performants et qui soient économiquement acceptables. On a ensuite tout le domaine des utilisations, avec là aussi des challenges sur la réduction des coûts des technologies in fine, des piles à combustible, donc l'optimisation également de la durée de vie, mais aussi des nouveaux développements de technologies pour avoir des gammes de véhicules à des coûts là aussi qui soient similaires à terme avec les coûts des autres technologies, donc pour développer des véhicules, pour développer des véhicules légers, lourds, pour développer des nouvelles applications dans le domaine maritime, dans le domaine ferroviaire, etc. Et puis tout ce qui va relever notamment effectivement de ce power to gas que l'on développe, comment pouvoir à terme injecter de plus en plus facilement dans le réseau, comment développer des technologies de méthanation qui vont être les plus compétitives possibles. Voilà, il y a tout cet aspect R&D qui est extrêmement important pour optimiser la chaîne qui est d'ores et déjà pour ses premières applications dans le domaine commercial, mais dont on voit le potentiel dans les années à venir. Alors, rapidement, au niveau de Engie Lab Trigen, on est donc un centre de R&D corporate d'Engie dédié au gaz et aux énergies nouvelles. On va, de notre côté, accompagner les entités du groupe et leurs clients pour développer des nouvelles solutions dans l'univers de la transition énergétique, donc des solutions bas carbone ou zéro émission. On développe donc des projets, on le fait au travers de toute l'expertise qui est développée, de projets collaboratifs que l'on mène avec différents partenaires. On est amené à évaluer, tester effectivement des technologies et à faire un ensemble de pilotes, de démonstrateurs. En 2 mots, aujourd'hui, on a 3 grands domaines d'intervention, on a environ 200 personnes. Des nouveaux gaz, avec l'hydrogène, le biogaz, le biométhane, des générations différentes d'ailleurs, biogaz, biométhane, méthanisation, gazification, etc. Le GNL. Ensuite, on a tout ce qui est nouveaux usages de l'énergie, smart building, enfin les bâtiments performants, nouvelles applications de bas carbone de l'énergie dans les villes. L'industrie également. Et puis on a Lab Environnement et Société parce qu'on a des experts qui nous accompagnent pour valider en fait le développement de ces technologies au regard de l'ensemble des critères environnementaux. On développe des nouvelles méthodes d'approche de ces évaluations environnementales, mais aussi sociétales, parce qu'on a des sociologues qui travaillent également, toute une équipe de sociologues au CRIGEN qui accompagnent en fait ces mutations et qui aident aussi à l'intégration, l'appropriation de ces nouvelles technologies auprès de leurs utilisateurs.
Les missions, donc, on est organisé par un lab. Le lab hydrogène, donc au Frigène, il va avoir vraiment des activités transverses. Alors, en commençant bien sûr par les technologies, identifier, développer, tester. Donc des technologies innovantes ou en rupture, et c'est notamment ce que l'on fait avec la technologie qui est portée par Silfen, pour vraiment les évaluer et regarder comment elles vont se comporter donc dans un univers effectivement à terme réel d'utilisation réelle, et les pilotes et démonstrateurs nous servent également à ça. En opérationnel, parce que comme je vous disais, l'hydrogène, c'est là, c'est déjà là effectivement, il y a déjà des développements et beaucoup de développements au niveau du groupe Engie sur des business autour de l'hydrogène, en excellence opérationnelle, pouvoir accompagner ces opérateurs donc en termes d'expertise en fait sur leurs installations, en termes d'optimisation, en économie, parce que effectivement c'est très important aujourd'hui de travailler sur les nouveaux business models et puis de travailler pour optimiser les coûts, avoir une intégration optimale de ces systèmes d'hydrogène vert dans les territoires. L'aspect réglementaire qui lui aussi est majeur, parce que la réglementation aujourd'hui elle est en développement. La réglementation hydrogène elle a été faite pour des grosses utilisations d'hydrogène dans l'industrie. Aujourd'hui on est dans un monde énergie et il est effectivement important d'adapter cette réglementation au marché que l'on veut viser. Puis comme je vous disais, les aspects sociaux et sociétaux qui sont également extrêmement importants. On développe nos travaux en cohérence avec la stratégie d'Engie, avec deux visions complémentaires. C'est vraiment deux visions complémentaires qui vont se développer. Production décentralisée, donc au niveau effectivement des territoires, c'est-à-dire au plus près de l'utilisateur final, et les territoires ont un rôle majeur à jouer, et on le voit dans les projets qui se développent sur le déploiement de l'hydrogène. Et production, c'est aussi viendra en complémentarité, comme je l'évoquais, production centralisée et massive sur production d'hydrogène sur des plaques où les énergies renouvelables sont à faible coût, et transport vers des zones fortement utilisatrices. Alors, pour finir par quelques exemples de projets, effectivement, très rapidement. Alors, je ne vais pas développer effectivement la technologie portée par Silfen, mais juste pour préciser effectivement qu'on le teste, on la teste, donc on teste le premier prototype donc dans nos labos au Crigène, donc la première version, et on est ensemble dans un projet européen qui nous permettra de tester la version prochaine. Si on parle de stationnaire, en deux mots, la mobilité, beaucoup de projets qui se développent aujourd'hui, 28 stations hydrogène en France, à terme dans les 5 ans, plus de 100 stations, et entre 400 et 1000 stations d'ici 2028. Donc c'est une croissance et une dynamique extrêmement forte, comme je vous disais, sur des bus, par exemple la station de Pau qui va se développer cette année, Zero Emission Valley, avec une vingtaine de stations hydrogène qui devraient voir le jour dans les 2-3 années à venir au niveau de Rhône-Alpes. À Rungis, Cofedi, par exemple, il y a une station hydrogène et Cofedi qui utilise aujourd'hui 50 véhicules hydrogène. Les employés de Cofedi roulent avec des véhicules hydrogène dans le cadre de leur mission professionnelle. En parallèle, l'hydrogène dans l'industrie, avec notamment aussi des business qui se développent sur l'hydrogène vert, une fois de plus, avec de la production locale, on produit sur place au niveau de l'industriel, qui jusqu'à présent s'approvisionné par de l'hydrogène qui venait carboné qui venait de très loin. Et là, de la production locale, avec l'installation d'une électrolyse chez l'industriel, et la possibilité aussi, puisqu'on a création d'une production d'hydrogène chez un industriel, d'aller approvisionner les usages environnement en mobilité par exemple. REDS, c'est plus un mapping de quelques projets, mais il y en a des centaines aujourd'hui de projets qui se développent en France et dans le monde sur ce sujet. Là, c'est hydrogène en système insulaire, mais globalement en système isolé. C'est un projet qu'on développe à Singapour, et dont l'objectif en système insulaire va être de créer un microgrid géré par un EMS multifluide, et l'on va effectivement valoriser des productions renouvelables insulaires, locales, directement auprès
via ce microgrid et en faisant jouer le levier hydrogène, notamment pour le stockage d'énergie et la mobilité. Et là, on peut commencer à avoir des premiers business pertinents parce que la concurrence, c'est souvent dans ces îles, lorsqu'elles ne sont pas connectées au réseau, des productions via diesel, etc., qui sont malgré tout extrêmement onéreuses, et on peut avoir des développements très pragmatiques avec l'hydrogène et qui répondent aux logiques environnementales nécessaires. Et puis pour terminer, le Power to Gaz, le projet GRID, c'est un projet que l'on coordonne à Dunkerque, dont l'objectif va être d'évaluer et de mettre en place cette filière, en fait, mélange hydrogène-gaz naturel. Dans le projet GRID, on va produire de l'hydrogène renouvelable, notamment, et on va l'injecter dans le réseau gaz d'un nouveau quartier, en fait, d'une centaine de logements et d'un centre de soins, alimenté avec des usages gaz naturel, chauffage, eau chaude, gaz naturel, et en fait qui vont recevoir en lieu et place de 100% gaz naturel, un gaz qui comprend une part d'hydrogène qui pourra aller de 0 jusqu'à 20%, puisque ce que l'on veut tester, c'est l'injection variable d'hydrogène demain dans les réseaux gaz. Et donc le projet il a commencé en 2014. Depuis 2018, l'injection en réseau est effective. On a commencé par 6%, 10% d'hydrogène, et aujourd'hui on va passer prochainement à 20% d'hydrogène dans ce réseau gaz à Dunkerque. Donc les clients de ce réseau reçoivent effectivement ce mélange d'hydrogène et de gaz naturel, avec effectivement des bénéfices environnementaux majeurs. En fait, lorsqu'on va injecter l'hydrogène en réseau gaz, on va avoir d'une part, au-delà de l'optimisation de l'intégration des renouvelables, une meilleure efficacité énergétique. C'est ce que l'on a constaté sur donc on parle de CETIAT qui fait partie des partenaires de ce projet, qui a fait des mesures en fait sur les chaudières. Donc on a des gains en rendement, on a des diminutions de certains polluants locaux, et puis bien sûr des gains en CO2, puisque l'hydrogène est produit via se substituer à une part de gaz naturel et est un hydrogène vert. Donc c'est un projet qui se terminera dans un an et qui va nous permettre d'avoir un ensemble d'enseignements justement sur toutes les potentialités des mélanges hydrogène-gaz naturel, mais aussi de travailler au déploiement de la chaîne, l'adaptation de la réglementation, les modèles économiques à développer, etc. Et donc, mon dernier stade sur effectivement le projet ICONE, où là, on est aussi dans un modèle là aussi en démonstration, dans un modèle de méthanation, où on va capter du CO2 sur une installation de méthanisation pour pouvoir effectivement par la suite recombiner avec de l'hydrogène produit à partir de renouvelables, refabriquer un gaz naturel, un gaz de synthèse qui va être injecté dans les réseaux. Donc ce projet-là, notamment, il a pour objectif de tester l'ensemble de technologies, de les optimiser par rapport à ce modèle en termes d'efficience et en termes de coûts, et finalement de voir comment on optimise l'intégration d'un tel système pour arriver à un gaz de synthèse qui apporte effectivement, in fine, l'ensemble des bénéfices environnementaux attendus au développement de cette chaîne. Et ça, c'est un projet qui est piloté donc par Storengy. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. On va parler un peu des business models ou pas? Si vous voulez. Tout à l'heure après, peut-être, mais... Des questions peut-être vous posez, alors moi j'ai une question, Hélène, de ce que j'ai compris, la partie maîtresse, ce qui détermine le prix, c'est l'électrolyse. Alors, lorsque effectivement l'hydrogène est produit par électrolyse, je pense que les trois leviers, c'est le prix en entrée de l'électricité renouvelable. Et déjà, selon qu'on est effectivement en Australie avec des installations gigawatts de solaire ou sur des installations plus petites, les prix déjà d'entrée ne sont pas les mêmes. Ça, c'est quand même un driver majeur. C'est effectivement le prix de l'électrolyse lui-même, c'est-à-dire le capex de l'électrolyse, et qui peut avoir une influence, et d'autant plus importante qu'on est sur des petites installations et que le coût fixe devient important dans le prix de revient de l'électricité. Et puis, c'est le rendement
qui va derrière effectivement permettre d'avoir un productif d'autant plus important, effectivement, donc le rendement est un point également extrêmement. Parce que moi j'ai fait un petit calcul de point de table. Parce que le prix de l'électricité dépend aussi de savoir quelle est la durée de fonctionnement de l'électrolyseur. J'avais une idée, mais qui est sans doute pas très exacte, parce que j'ai fait un petit calcul de point de table en même temps que vous parliez. Je pensais que l'électrolyseur, l'investissement dans l'électrolyseur était peu cher. Donc le chiffre que vous avez donné, c'était 500 € du kilowatt. En gros, oui, on sera à 500. Et quand on arrivera à 500 du kilowatt, sur 3000 heures et sur 10 ans, en gros, ça fait une incidence de l'ordre de 16 € de mégawattheure pour l'amortissement de l'électrolyseur, ce qui est quand même pas nul. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus faible que ça, parce qu'il y a des moments où l'électricité est gratuite. Si on ne prend que l'électricité, on s'en sert comme un outil d'effacement, si on prend uniquement de l'électricité en creuse, elle est pratiquement gratuite, ou elle peut être gratuite. Et donc j'imagine qu'il y a un optimum entre temps d'utilisation de l'électrolyseur, etc. Et donc il y a le coût du stockage qui va forcément rentrer en ligne de compte au milieu de tout ça. Et donc le coût du stockage, par exemple, si on fait le même calcul sur le stockage, sur une hypothèse de 3000 heures ou du 1000 heures, j'en sais rien, mais on arrive à combien du mégawattheure sur 10 ans Là, je ne répondrai pas spécifiquement sur le coût du stockage, mais c'est en fait des mécanismes. On a développé effectivement un logiciel qui nous permet de regarder comment on optimise techniquement et économiquement l'architecture d'une installation en dynamique, justement, par rapport à ces moments de production et de consommation, pour arriver au coût des optimaux. Et ça va être un compromis. On va arriver à un compromis, effectivement, en fonction, bien sûr, de la période de fonctionnement des actifs, où on va avoir effectivement on va pouvoir entrer ces énergies renouvelables dans le système, et le dimensionnement de l'électrolyseur, parce que plus on va sur des tailles importantes, plus les euros par kilowatt, effectivement, peuvent... plus on va arriver effectivement sur des coûts. Donc, dimensionnement de l'électrolyse, dimensionnement du stockage, effectivement, et effectivement, le stockage va permettre de laisser ou d'absorber des parts d'hydrogène de plus en plus importantes, mais il faut trouver quel est l'optimum entre le coût des systèmes, le dimensionnement des systèmes et, in fine, au bout de la chaîne, le prix. On arrive à combien aujourd'hui à peu près? On est à quel ordre de grandeur au mégawattheure gaz hydrogène produit? En fait, aujourd'hui, en mégawattheure, on est, je dirais, dans la Paulo, je crois qu'ils évoquaient entre 100 et 150 environ euros par mégawattheure, mais une fois de plus, c'est très difficile de donner un chiffre, parce que selon les conditions dans lesquelles vous allez être, selon la technologie que vous allez utiliser, selon le prix en entrée de l'électricité, vous allez avoir des résultats très différents. Voilà, ça permet de commencer à réfléchir et à bosser. Tout à fait. Et avec, dans l'optique, une réduction attendue dans les 10 ans par 2 ou par 3. En fait, l'idée, c'est de couper les coûts par 2 ou par 3 dans les 10 ans. Donc, on va arriver à terme, notamment lorsqu'on voit les bénéfices qui sont apportés par l'hydrogène vert, on va arriver à terme à parité. Finalement, avec des énergies plus conventionnelles, si on tient compte, si on intègre aussi dans des énergies plus conventionnelles les coûts externes, en fait, qui génèrent par les pollutions qui s'en vendent. Donc effectivement, c'est en ça qu'on a aujourd'hui des coûts lorsqu'on est sur la mobilité, notamment avec des prix cibles. Alors, on évoque là une fois de plus, n'en faites pas une généralité, on essaie d'être à parité avec les prix du diesel, par exemple, avec l'hydrogène, donc arriver avec des mécanismes de soutien qui sont nécessaires pour lancer ces filières émergentes. Ça, c'est vraiment un besoin qu'il y a aujourd'hui pour créer cette dynamique et pour arriver à des effets d'échelle, parce que par exemple les coûts d'électrolyse que vous citiez, bien lorsqu'on va commencer à fabriquer des milliers effectivement d'électrolyseurs, les coûts de production vont s'écrouler. Et c'est aussi ça, ces effets d'échelle qui sont essentiels pour amorcer, finalement, créer ce cercle vertueux et développer la filière. Et la méthanation, on est à quel niveau de prix actuellement? On est beaucoup plus élevé en méthanation. Là aussi, c'est vraiment prenez ces chiffres avec des pincettes, parce que bon, c'est vraiment des ordres de grandeur et chaque cas est différent. Mais si je veux je me référer aux études, par exemple les études ADEME, je crois qu'ils disaient la méthanation, il y a quelques années, on était entre 150 et 200 euros par mégawattheure. On va redescendre. L'idée, c'est d'arriver entre 100 et 150, mais on sera
plus élevé que l'hydrogène, puisqu'en fait on recombine derrière, il y a une étape supplémentaire, il faut produire de l'hydrogène, recombiner, capter du CO2, recombiner avec du CO2. Donc on est forcément dans des coûts. C'est 150 à 300 MWh, c'est à partir de 5 MWh quoi. C'est le mégawattheure, oui, c'est électrique, non Le gaz. Non, pas gaz, méthanation en gaz, pardon. Gaz. Voilà, donc effectivement, on est dans ce contexte-là, sur des coûts un peu plus élevés, mais là aussi, qui vont... Et juste, excusez-moi, je me coupe, sur l'hydrogène, vous avez dit tout à l'heure, passer de 1000 à 500, mais du coup, cette réduction, c'est un horizon d'à peu près 10 ans, c'est bien ça? Oui, c'est à peu près, c'est à peu près 10 ans. Aujourd'hui, voilà, une fois de plus, mais il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. C'est vraiment des ordres de grandeur. Moi, je prends plutôt des études de référence. Enfin, là, c'était le plan de déploiement sur l'hydrogène ou des études de l'ADEME, parce qu'après, chaque cas est vraiment spécifique, mais ça donne des ordres de grandeur très macro. Avant que vous partiez, on a 2 petites questions en ligne. J'en ai une sur la sécurité, mais Sur la sécurité, de manière, je sais de la faire de manière un peu générique. Peut-être que les gens entendent. Sur la sécurité, j'ai peut-être essayé de le faire de manière un peu générique parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'aspect sécurité, et en particulier sur l'aspect réseau gaz. Donc, à la fois, combien est-ce que vous estimez qu'on peut mettre de l'hydrogène dans le réseau gaz sans qu'il y ait du risque, sans qu'il y ait un risque? Et aussi, est-ce qu'en termes de sécurité, est-ce que ça fait changer l'autorisation de la déclaration d'exploitation de la chaufferie? Ça, c'est plus pas pour le réseau gaz, mais sur la chaufferie. Et aussi, quel est l'impact de l'hydrogène dans la combustion d'une chaufferie? Dans le sens, est-ce que ça améliore? Jusqu'à quelle quantité? Ça fait un peu 3 questions un peu différentes. Alors, très rapidement, l'hydrogène en réseau gaz, c'est ce qui est dans le projet LEED, par exemple, donc effectivement, où on va injecter 20% d'hydrogène en réseau gaz. On a eu l'autorisation avec la DGPR sur ce sujet qui suit le projet et qui a donné l'autorisation pour ce projet-là, puisque aujourd'hui, réseau gaz, on ne peut pas avoir 20% d'hydrogène, mais il a été donné l'autorisation pour le projet spécifiquement afin de pouvoir effectivement mener l'expérimentation. C'est des travaux qu'on a menés depuis les premiers projets d'études et de tests labo sur les mélanges d'hydrogène gaz naturel en réseau et dans les applications finales. C'est en 2004 qu'on avait commencé à travailler sur des projets européens et des études et des tests labo sur ce sujet-là. On considère donc de l'histoire de ces projets, et là aussi c'est une point de plus très macro, mais que jusqu'à 20% à peu près d'hydrogène en réseau gaz, on a un mélange d'hydrogène gaz naturel qui se comporte grosso modo comme du gaz naturel. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est exactement du gaz naturel, mais les comportements sont un peu similaires avec le gaz naturel. C'est pour ça qu'on prend cette limite de 20%, parce qu'on considère que jusqu'à 20% de volume d'hydrogène dans le réseau gaz naturel. D'une part, on peut être compatible avec un certain nombre d'utilisations, mais pas toutes, bien sûr, mais c'est ce qu'on est en train de regarder. Et d'autre part, ça n'a pas d'impact majeur sur le réseau gaz lui-même, ça n'a pas d'impact sur le réseau gaz lui-même. Donc, pas d'impact, c'est aussi en termes de sécurité. Alors, en termes d'altération, en termes de sécurité, en termes de gestion, tout ce qui va être gestion en fait des réseaux, on peut considérer que les métiers de l'opérateur finalement sont les mêmes. Et donc sur Dunkerque, sur Grid, on a effectivement une maintenance qui n'est pas une maintenance hydrogène mais gaz naturel. On a un opérateur gaz, ce sont des réseaux gaz auxquels on n'a rien changé, ce sont des chaudières gaz auxquelles on n'a rien changé, ce sont des cuisinières gaz auxquelles on n'a rien changé. Et donc effectivement, on va arriver à 20% effectivement d'hydrogène et on considère qu'on peut le faire dans toutes les règles de sécurité nécessaires. Les impacts sur les chaudières, c'est ce qu'on teste aujourd'hui, donc dans Grid. Les premiers enseignements, mais là une fois de plus, c'est ce qu'on a fait au début du projet, on fait des campagnes de mesure, là on les a fait pour les 6%, les 10%, on va les faire pour les 20%, et il y aura toute une publication en accord avec les partenaires du projet à la fin du projet, et notamment ces mesures qui sont faites par le CETIAT et par nous, et en amont du projet, ça a été fait par le CETIAT, on a montré qu'effectivement on a plutôt une amélioration. C'est-à-dire dans les chaudières, une amélioration, une meilleure hygiène de combustion, une augmentation des rendements. Et ça, on l'avait vu aussi pour la mobilité, puisqu'on avait fait des tests sur des bus, sur des mélanges hydrogène gaz naturel dans un précédent projet.
et on avait 7% d'amélioration de rendement. 7%. Ouais. Et là, sur les chaudières, on est donc dans les premiers résultats avant début du projet, et puis on va tester ça après en cours de projet, mais c'était dans les plutôt 4-5%. Enfin, voilà. Donc on a eu plutôt une amélioration du rendement, on a une baisse du CO2 bien sûr, si on a de l'hydrogène vert, et puis on a une diminution notamment des NOx, donc dans le cadre de cette meilleure combustion en fait du projet de nature. Et 5% d'augmentation des rendements, d'un point de vue économique, c'est énorme. Hein. Oui. Parce que si avec 20% d'hydrogène, vous améliorez de 5% l'ensemble du rendement, Voilà, alors c'est les premiers résultats qu'on a eu. Ça commence à devenir Tout à fait. oui. Tout à fait. Et on a du gaz vert. Ouais, juste, excuse-moi, je rebondis là-dessus parce qu'après on n'en parlera plus. Le fait que ce soit du gaz de Groningue qui soit vendu à Dunkerque influera nécessairement une fois qu'on va changer le gaz. Est-ce que les 5% ils ne sont pas finalement de rattraper le PCI du gaz naturel Oui, alors, non, je pense pas, mais parce que ça, c'est pas dépendant, puisque les tests qui ont été faits, là, 4-5%, c'était vraiment dans au C4, dans les du C4, donc c'était pas avec du gaz spécifique, donc c'est quelque chose que l'on pourra constater, quel que soit effectivement le type de gaz que l'on a. Par contre, vous avez pas encore. Sur la qu'il y a quelqu'un qui. s'il y a des questions Ouais. en ligne, Oui. n'hésitez pas. D'accord, là je finis juste avec les deux petites questions dont l'une sur les trois que je vous ai posées, vous n'avez pas encore répondu. C'était sur la question de la sécurité d'un point de vue réglementaire, mettre de l'hydrogène dans une installation de combustion. Est-ce que c'est en termes de CPE, est-ce qu'il y a des notions particulières à faire ou ça ne change rien? Ça va dépendre du pourcentage d'hydrogène que l'on met. Je pense qu'en fait, il n'y a pas une réponse unique. Ça, c'est à regarder effectivement avec les autorités, mais ça va dépendre aussi du pourcentage d'hydrogène. Là, je n'ai pas une réponse comme ça à vous apporter. Il faut regarder effectivement en fonction de ce que l'exploitant souhaite faire. Dans les réseaux aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas aller. Les réglementations, donc les opérateurs gaziers sur la qualité du gaz disent que les gones non conventionnelles injectées dans les réseaux ne peuvent pas contenir plus de 6% d'hydrogène. Mais dans le cadre du projet PRI, on veut justement on va travailler avec l'administration pour regarder comment demain on adapte cette réglementation, parce qu'effectivement l'objectif, c'est de rendre les choses plus simples, à partir du moment bien sûr où on aura montré que l'hydrogène apporte un vrai bénéfice et ne pose pas de questions difficiles en termes de sécurité, mais c'est pour ça qu'il y a un ensemble de projets qui doivent être développés. Mais effectivement, l'idée c'est d'adapter la réglementation pour que demain, ça soit effectivement, on puisse le faire de la façon la plus simple effectivement possible. Donc en fait, moi je parlais de ce qu'on a fait dans le domaine du résidentiel, on l'a fait aussi dans le domaine de la mobilité. Il y aura d'autres tests à faire. On n'a pas testé aujourd'hui tous les systèmes. Le CETIAT a testé, parce que là on est à 24 sur du 9, mais le CETIAT a testé des chaudières existantes. Également, il y a un projet en Angleterre qui se développe effectivement également sur de l'existant. Donc voilà, il faudra, c'est au travers des projets de RD, il y a un projet européen donc, qui va également se développer cette année sur les aspects justement réglementaires normatifs sur les appareils gaz pour comment finalement demain on peut préparer dans de futures normes finalement des systèmes gaz qui soient de plus en plus compatibles avec des mélanges hydrogène-gaz naturel. Donc tout ça est en train effectivement de se développer et la réglementation de s'adapter, parce que ça c'est un point extrêmement important. Après, on se passer à la question publique. Il y a une dernière question. Bref, on pourrait dépasser de 5 minutes, je pense. Voilà. Mais juste une dernière question, il y a une question des personnes en ligne sur le projet Sphinx. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire 2-3 mots. Oui. Donc, c'est le projet qui est entre le Stade de France et le futur centre aquatique olympique, qui est un projet d'hydrogène. Oui. Certains demandent où est-ce que ça en est ce projet. D'accord. Alors ça, c'est un projet qu'on a déposé que Gênes effectivement coordonne, qui est un projet qu'on a déposé dans le cadre de l'appel à projet hydrogène territoire de 2016. D'accord. Donc, et l'objectif du projet Sphinx, c'est piloté par la R&D, mais en lien bien sûr avec GNBR, avec la filiale d'Indy qui vraiment développe dans le profil des aspects station. L'objectif effectivement est de développer une station hydrogène, mais qui soit vraiment en même temps un actif de R&D. C'est-à-dire l'objectif c'est d'avoir une station
qui répondent, et notamment dans cette zone-là, aux besoins de développement d'une mobilité propre dans le cadre notamment des Jeux olympiques, en tout cas qui contribuent, et de connecter en parallèle à cette station qui va répondre aux besoins d'hydrogène dans le territoire, en parallèle de pouvoir connecter des innovations technologiques au niveau que nous, en termes de centre de R&D, on souhaite développer. Et donc, ça permettra de tester en situation réelle, de connecter des actifs de production, de connecter des modes de stockage d'hydrogène, de connecter des nouveaux actifs de compression qui ne sont pas encore sur le marché, mais que l'on va pouvoir tester en situation réelle. Donc, c'est vraiment cette notion de living lab, en tout cas des mobilités, qui devrait se développer au travers du projet Sphinx. Donc, concrètement, où on en est, en fait, aujourd'hui, on est en train on a deux options possibles. On est en train de regarder le terrain sur lequel on va poser la station. Au début, on devait le poser sur notre centre de R&D. C'est déjà une station GNV et on voulait développer en parallèle donc, cette station hydrogène en cadre du projet Sphinx. Mais justement, comme nous, on est situé au cœur de la zone olympique, là où il va y avoir la piscine, donc on va déménager de quelques kilomètres. Par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir effectivement développer le projet dans ce périmètre-là, parce que c'est là qu'il faut aujourd'hui un service de production d'hydrogène pour la mobilité. Et donc on est en discussion aujourd'hui avec l'État, avec la pleine commune, en fait, pour effectivement trouver un terrain d'accueil. Donc on a quelques prises. Donc on espère que d'ici 1 ou 2 mois, on fiabilisera le terrain et donc après se lancera disons toute l'étude de permitting notamment, et puis on espère d'ici 1 ou 2 ans le développement de la station hydrogène. Merci. Oui, peut-être en conclusion, est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots la stratégie au niveau monde des différents pays? L'Asie semble un peu en avance, notamment les Japonais avec les voitures. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Europe est en avance, en place? Je pense qu'on n'est pas en retard. Pour moi, on n'est pas en retard. Il y a vraiment. Alors, en Europe, il y a des histoires différentes selon les pays. L'Allemagne a pris effectivement le train entre guillemets de l'hydrogène plus tôt, avec une stratégie différente. Par exemple, si on parle de la mobilité, et c'est souvent par la mobilité qu'a commencé à s'écrire l'histoire de l'hydrogène. Par exemple, sur la mobilité, la France a une démarche peut-être. Donc moi, je trouve intéressante, assez pragmatique, de dire on essaie de développer de façon concomitante les stations et les véhicules. C'est-à-dire qu'on va développer des stations, mais avec plutôt par des clusters locaux, avec des flottes de véhicules associés, pour pas avoir des stations qui sont là, qui représentent quand même un investissement important pour les opérateurs, et puis avec 3 véhicules dans l'année qui viennent s'y approvisionner. Donc cette notion vraiment de développement par grappe, station plus véhicule, ça c'est vraiment une stratégie française, une stratégie de flotte, qui faisait pas l'unanimité au niveau européen, mais l'Europe commence à revenir effectivement sur le sujet en disant que finalement c'est peut-être pas ça, et effectivement ça permet d'avoir des modèles économiques en tout cas qui tiennent entre les opérateurs des stations et puis les territoires qui notamment sont des acteurs majeurs et vont investir dans les véhicules. Donc l'Allemagne a plus de stations aujourd'hui. Le Japon, effectivement, alors vous parliez de l'Asie, le Japon. Alors le Japon est notamment aussi, alors eux, ils ont un gros problème aussi d'énergie et notamment d'énergie verte, effectivement, au niveau du pays. Donc l'hydrogène pour eux, c'est vraiment un vecteur qui représente un potentiel majeur. Ils ont développé déjà toutes les applications des piles à combustible, par exemple, au Japon, il y a aujourd'hui plus de 500 000, à mon avis, aujourd'hui, piles à combustible sur réseau gaz naturel qui sont développées pour des applications des particuliers. Ça a commencé il y a des années déjà. Ils sont extrêmement en avance sur ce sujet-là. Ils développent la mobilité hydrogène. Ils ont plus de 90 stations, je crois, aujourd'hui, 160 d'ici les JO. Les JO, pour eux, c'est un gros driver aussi. Et ils ont des entreprises, aussi bien dans le domaine de l'automobile que dans le domaine des piles à combustible, etc. Ils ont des entreprises sur leur territoire. Et le développement de l'hydrogène au niveau du Japon, c'est pour eux une façon aussi de soutenir finalement le développement économique de leurs entreprises. Ils sont moins, pour l'instant, eux, sur de l'hydrogène vert, en fait. Finalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'hydrogène. Alors, ils commencent, et c'est nous la spécificité que l'on aura, c'est qu'on va
d'entrer effectivement vers cette notion d'hydrogène vert, produit à partir de renouvelables, pour vraiment agir dans le cadre de la transition énergétique, parce qu'ils sont produits à partir d'hydrogène, à partir de charbon, voilà, ça n'a pas de sens. Donc, ça n'a pas de sens, ça peut avoir parfois un sens économique, mais pour nous, ça n'a pas de sens dans la transition énergétique. Donc, effectivement, alors, des pays aujourd'hui très prometteurs comme l'Australie, le Chili sont des pays qui vont se développer de façon importante dans le domaine de l'hydrogène, parce que ce sont des pays justement où il y a des potentialités d'aller sur des fermes solaires au gigawatt en fait, et donc avoir un hydrogène, une électricité à très très faible coût. Lorsqu'on va massifier et développer l'électrolyse sur des très très fortes puissances, le coût au kilowatt est inférieur, hein, donc on va du coup avoir une hydrogène à très faible coût. Derrière, c'est des pays qui envisagent déjà pour leur propre marché de développer, et l'Australie notamment va développer alors, la mobilité, mais aussi l'injection en réseau. Ils ont des projets d'injection en réseau gaz, hein, l'hydrogène, c'est un sujet qui les intéresse pour déjà leur propre usage, mais aussi donc faire effectivement une activité d'exportation économique en part entière en allant exporter. Et c'est là où vous parlez de finalement ce développement de l'hydrogène transporté via voie maritime, par exemple, pour aller être commercialisé sur d'autres plaques. Et il y a tout un tas d'études. Alors il y a des filières d'hydrogène liquide, il y a des bateaux qui sont un bateau qui est en train de se développer, il y a des filières, ce qu'on appelle des carrières, en fait, où on va mélanger l'hydrogène avec d'autres composés pour aller le transporter de façon plus simple au travers des océans. Il y a les réseaux d'hydrogène pur, hein, ça aussi c'est un sujet, donc il y a des pays qui aujourd'hui réfléchissent demain à avoir en lieu et place des réseaux de gaz naturel, des réseaux d'hydrogène pur qui vont desservir des stations, des villes, hein, des zones urbaines. Donc il y a aujourd'hui effectivement, donc l'Asie vraiment connaît effectivement une forte dynamique sur l'hydrogène, à des pays où il y aura des conditions de production d'hydrogène à bas coût extrêmement favorables, donc il y a toute cette dynamique qui se crée. Le Japon, aujourd'hui, en voit vraiment la nécessité pour ses approvisionnements énergétiques. Et l'Europe, pour moi, a pris une stratégie peut-être un peu plus pragmatique, mais n'est pas en retard, parce qu'on a aussi des leaders majeurs dans le domaine de l'hydrogène, aussi bien dans les technologies de production que dans les différents énergéticiens ou les industriels qui ont investi dans ce domaine-là, que dans les constructeurs aussi. Donc vous dites, l'hydrogène quantique, 18% d'hydrogène, 18% de la consommation d'énergie dans le monde en 2050, ça ne paraît pas un pari aberrant. Et on va retrouver aussi bien en Amérique également, aux US, ça se développera également à terme. Voilà, donc en fait, on a peut-être en avance Asie et Europe, mais voilà, ça va se développer de façon assez équilibrée au niveau mondial. Du coup, je pense que on passe à la prochaine séance avec Sylvain. Mais merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation qui était vraiment très très intéressante. Merci. Merci de votre attention. Voilà. Je ne sais pas si tu en Vous restez encore après ou pas? Oui, non, je pense pas. On pourrait faire des démonstrations sur les autres cheveux. Donc, bonjour à tous, Nicolas Bardi, je suis le président de Sylvain, une startup que j'ai créée il y a 4 ans maintenant. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui me donnera l'occasion d'essayer de faire un focus. Alors je vais parler un peu de Sylvain parce que c'est un exemple, mais autour de cet exemple, plein d'autres façons de penser ou d'intégrer l'hydrogène comme un vecteur de la transition énergétique des bâtiments. Donc moi je vais partir plus du bas que du haut, autour de trois parties comme Hélène. Déjà l'hydrogène dans les bâtiments, pourquoi faire? C'est vrai que les idées a priori et les plus connues sur l'hydrogène, c'est la mobilité et puis effectivement ces usages industriels de l'hydrogène. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à faire dans le domaine des bâtiments. Un exemple de ce que nous on fait, et puis finalement le cœur de la présentation qui est voilà, faut pas avoir peur de l'hydrogène, on est sur de l'ingénierie, de l'installation de systèmes, des services derrière, en gros business as usual, il faut juste apprendre
à utiliser cette petite molécule. L'hydrogène dans les bâtiments. C'est quoi un bâtiment? C'est finalement un endroit où on consomme de l'électricité, de la chaleur. De plus en plus, on va commencer à produire de l'électricité avec des panneaux solaires. On est branché au réseau de gaz. Si vous avez un machin qui vous transforme de l'électricité en hydrogène, l'hydrogène c'est un gaz, qu'avec de l'hydrogène vous pouvez faire de l'électricité et de la chaleur, vous voyez bien que vous avez là un endroit maille unitaire finalement de la consommation résidentielle tertiaire où il y a des choses à faire. Donc c'est à partir de cette intuition-là et qu'on peut ensuite étendre à des échelles, comme l'a montré Hélène sur Grid, d'ensemble de bâtiments, d'écoquartiers, voire de territoires. Alors, quand on regarde les défis de la transition énergétique, ça c'est un schéma en gros des flux d'énergie au niveau mondial. C'est vrai que voilà, on parle beaucoup des usages de l'industrie et des transports. Il y a grosso modo dans tous les pays du monde 3 gros tiers de consommation d'énergie et donc globalement, à part dans les pays hyper décarbonés comme avec le nucléaire ou l'hydro, mais qui sont des exceptions sur la planète, on a 3 gros tiers, l'industrie, les transports, le résidentiel tertiaire. Et le plus gros des 3, c'est en général le résidentiel tertiaire. Et finalement, en allant travailler à cette échelle du bâtiment, des écoquartiers, des réseaux locaux, on touche la consommation finale, on substitue par de la cogénération locale les choses qui sont aujourd'hui faites en génération d'électricité centralisée, et même si les turbines à gaz acide combiné ont un super rendement, elles produisent de la chaleur de manière très centralisée dans un endroit qui n'est pas facile à valoriser en fonction de l'endroit où vous êtes. Et donc on peut travailler sur cet aspect de perte de conversion et de perte après dans les réseaux de transport et de distribution d'électricité, et donc finalement intégrer plus de renouvelables en production locale et plus près des usages et de gestion intelligente de l'énergie en local. Ça vous connaissez tous. Il y a un driver aujourd'hui sur la réglementation des bâtiments. Et on voit qu'on est en train de vouloir baisser très vite, avec finalement des acteurs du bâtiment qui sont plutôt sur le reculoir. Et pourquoi ils sont sur le reculoir? Parce que plus on avance, plus c'est compliqué. Plus il y a finalement une montagne de technologies possibles et imaginables pour arriver à faire de la gestion intelligente de l'énergie dans les bâtiments. Et on commence à empiler du coup les systèmes, rajouter des technologies de l'information qui prennent la main sur le pilotage automatique du bâtiment, parfois au détriment du confort des particuliers. Enfin, je pense qu'on est allé quand même sur certaines expérimentations ou déploiements de bâtiments type Passive House qui sont pas forcément des grandes réussites. Et maintenant, on rajoute de la production d'énergie avec des business models qui changent. Parce que quand il y a du tarif de rachat solaire, c'est parfait, hein, c'est une stratégie économique de passagers clandestins. On met son truc, on se le fait payer par la collectivité. C'est sympa comme tout. Quand on vous dit, vous mettez votre truc, mais maintenant vous vous débrouillez pour avoir votre modèle économique sans subvention, ça devient un peu plus compliqué. Et donc finalement, on se retrouve dans un schéma dans lequel il faut qu'on intègre ce sujet de l'énergie dans le bâtiment et trouver le modèle économique qui va derrière. Ça, Hélène en a parlé à l'échelle, en gros, du territoire à horizon 2030, à l'échelle d'un bâtiment, c'est bien connu aussi. En installant des panneaux solaires sur un bâtiment, on peut arriver, en gros, à couvrir jusqu'à 30 ou 40% de sa consommation. Alors, voilà, on parle beaucoup d'autoconsommation, et si vous mettez un tout petit panneau solaire sur ce bâtiment-là, vous allez autoconsommer à 100%, mais ça va rien peser sur votre consommation d'énergie annuelle, et donc tout le reste, vous allez l'acheter. Donc ce que vous achetez, c'est ce que vous autoconsommez pas, et ce qui produit du CO2 par des moyens centralisés de production, c'est ce que vous achetez, que vous autoconsommez pas à partir d'énergie renouvelable. Donc le vrai sujet, c'est plutôt l'autoproduction que l'autoconsommation. Évidemment, les deux sont liés, mais finalement, les kilowattheures énergie primaire non renouvelables par mètre carré et par an, c'est tout ce que vous êtes obligé d'acheter sur les réseaux, notamment avec le vecteur électrique, avec les coefficients de 58, et c'est tout ce que vous n'avez pas réussi à autoproduire chez vous. Donc concrètement, au niveau de Sylfen, qu'est-ce qu'on fait? On a un système qui fonctionne en fonction de vos envies, soit comme un électrolyseur, soit comme une pile à combustible. C'est exactement le même objet. Par moment, il va produire de l'hydrogène à partir d'électricité. Ce faisant, il va produire aussi un peu de chaleur qu'on va pouvoir valoriser localement ou pas en fonction des besoins thermiques du bâtiment. Et puis, on l'hybride avec des batteries, parce qu'en fait, il faut surtout ne jamais opposer ces deux technologies qui sont parfaitement complémentaires. On le voit dans les transports. En gros, je vais le faire dès maintenant, ça gagnera du temps.
Les batteries, c'est la puissance, l'hydrogène, c'est l'énergie. Si vous voulez stocker de l'énergie pour moins d'une journée, vous réfléchissez pas, vous prenez des batteries et vous n'allez pas chercher à utiliser l'hydrogène dans des capacités dans lesquelles il n'est pas bon. Dès que vous dépassez en gros une journée, voire un peu moins dans certaines applications, vous prenez l'hydrogène. Et donc nous, on associe les deux technologies. Quand le bâtiment va pas produire assez d'énergie parce que c'est la nuit, parce qu'il fait pas beau, parce que y a de la neige sur les panneaux, parce que je ne sais quoi, votre batterie elle va pouvoir réagir instantanément et fournir de la puissance électrique au bâtiment, et on va pouvoir aller réutiliser de l'hydrogène qui est stocké ici localement, fonctionner en pile à combustible et faire de la cogénération complètement décarbonée, puisqu'on produit électricité et chaleur à partir d'hydrogène qu'on avait produit à partir de surplus solaire. Évidemment, si vous cherchez, alors Hélène en a parlé sur des îles, etc., on voit beaucoup de projets en autoconsommation de 100% hydrogène. Donc ça, si vous habitez en gros dans une zone intertropicale, avec un climat assez flat toute l'année, des durées de jour et de nuit assez flattes toute l'année, parce qu'on parle toujours été-hiver, chaud-froid, la production solaire, c'est beaucoup aussi la durée du jour, et l'éclairage, beaucoup la durée de la nuit, donc les deux effets combinés sont vraiment pas favorables. Donc vous pouvez arriver à avoir des logiques de stockage saisonnier avec l'hydrogène. Après, vouloir faire du stockage saisonnier avec l'hydrogène à Dunkerque, et pas forcément, et même à Marseille, et pas forcément pertinent d'un point de vue modèle économique. Si par contre vous avez un réseau de gaz qui passe par là, vous avez différentes options. D'une part, plutôt que d'avoir une grosse bonbonne pour stocker votre hydrogène, vous pouvez peut-être en mettre une partie dans le réseau local de GRDF, et le réutiliser plus tard. D'autre part, quand votre bonbonne d'hydrogène est vide, vous pouvez vous alimenter en gaz naturel. Et une cogénération en gaz naturel à haut rendement en local, vous allez produire de l'électricité et de la chaleur. Si vous faites le bilan CO2 temps réel sur les moments où vous allez en avoir besoin, c'est-à-dire en hiver pendant les pics de consommation électrique, même en France, vous avez un bilan CO2 qui est plus faible que d'acheter de l'électricité sur le réseau. Donc ça, il faut qu'on arrive à faire que les Français arrêtent de penser que leur électricité est totalement décarbonée. Vous avez en temps réel sur le site de RTE, heure par heure, les bilans CO2, et la cogé gaz est intéressante. Dernier élément, quand vous avez sur place un système, alors qu'il soit tout combiné comme le nôtre ou avec des briques différentes, comme tu l'as montré sur le schéma Singapour, finalement vous pouvez à tout moment aller stocker de l'énergie en local pour le compte du tiers d'à côté, tout ce qui se développe autour des smart grids électriques est par définition implémentable sur ce type de choses. Je comprends pas comment les gens réfléchissent smart grid électrique aujourd'hui sur des bâtiments sans stockage. Parce que le décalage de la consommation, certes, il est faisable, mais il est quand même relativement limité. Donc, en fait, les marges de manœuvre pour aller faire des échanges d'énergie entre bâtiments, quand vous pouvez décaler, oui, la pompe à chaleur, décaler, oui, voilà, mais ça reste quand même assez marginal. Dès que vous avez du stockage, ça devient vraiment intéressant. Modèle économique. Je reviendrai peut-être sur les questions. Pour faire vite, avec ce type de solution, on franchit un gap en termes d'énergie primaire. Globalement, en moyenne, sur les projets sur lesquels on travaille, on fait moins 65% par rapport à un bâtiment, on va dire, tout électrique, en kilowattheure mètre carré par an. Derrière, il y a deux façons de voir le business model. Nous, la façon qu'on privilégie aujourd'hui, c'est une vision dans laquelle on va déconnecter le CAPEX de l'OPEX. Globalement, aujourd'hui, les bureaux d'études, les architectes, les propriétaires de bâtiments, les maîtres d'ouvrage se battent pour essayer de respecter les normes. Pour ça, ils vont rajouter des mètres d'isolant, ils vont mettre des pompes à chaleur, plusieurs types de pompes à chaleur pour trouver le bon machin, etc., etc. Ça commence à empiler les coûts, et au final, on leur dit, si vous mettez des panneaux solaires, un système de stockage et de cogénération intelligent, vous arrivez à répondre à vos objectifs environnementaux pour quelque chose qui va être de l'ordre de 100 € du mètre carré en intégrant le PV. À partir de là, en gros, vous faites un arbitrage entre l'équipement énergétique de votre bâtiment et la façade sexy, la toiture végétalisée ou le sol en marbre. Et à partir de là, vous avez des factures énergétiques, c'est-à-dire ce qui vous reste à acheter sur les réseaux en électricité et en gaz, qui sont divisés en gros par 50 à 70% suivant le prix de l'énergie dans le pays où vous êtes et le dimensionnement de la solution. Par-dessus ça, vous rajoutez évidemment l'entretien, la maintenance du système énergétique qui est quand même un peu plus compliqué et qui coûte un peu plus cher, mais globalement, vous avez un 30 à 50% de réduction du coût annuel de votre énergie. On peut faire aussi un calcul en coût complet.
si on est sur des PPP, si on est sur des bâtiments sur lesquels la contrainte, on va dire, environnementale est moins forte, et ça marche aussi, ça dépend du coût de l'énergie dans le pays de référence. C'est plus facile en Allemagne, en Italie ou en Espagne qu'en France, où on a un coût électrique relativement faible. Donc voilà, je pense que d'un point de vue nouvelle vision de l'énergie en local, cette vision de dissociation CAPEX-OPEX est vraiment intéressante et on a des externalités positives au niveau de la société par le fait qu'on réduit les achats d'énergie centralisée, produits centralisés, de façon centralisée, et donc les émissions de CO2. Alors concrètement, l'objet Smart Energy Hub, c'est en fait une chaudière de cogénération un peu améliorée, dans laquelle on a, alors ça c'est la photo du proto qui tourne aujourd'hui au Crigène en face du Stade de France. Derrière ces armoires, on a quoi? On a une batterie 10 kWh avec le BMS qui va avec. On a un système de contrôle-commande qui pilote le système de compression d'hydrogène qui est derrière. On a dans ces armoires-là au fond le système qui fonctionne soit comme une pile à combustible, donc cogénération électricité-chaleur, soit comme un électrolyseur, donc cogénération hydrogène-chaleur. Et puis là au milieu, on a tout un tas de bazar parce qu'on a 500 points de mesure qu'on ressort toutes les secondes pour suivre en temps réel le fonctionnement du système. Le produit va se représenter un peu de la même façon avec une logique de module on livre en fait tout le système packagé. Nous, notre innovation, elle est sur la partie électrolyseur réversible. Par contre, pour que ça soit simple d'utilisation et intéressant d'un point de vue intégration, on ajoute la partie batterie et la partie stockage. Donc ça, c'est une photo du Crigène. Vous avez à l'intérieur de ce conteneur, donc il y a une porte, des fenêtres, machin, on rentre la photo que vous avez vue tout à l'heure. Et puis à l'extérieur, c'est un peu pour illustrer la connexion. Vous avez quoi? Vous avez le réseau de gaz qui arrive. Vous avez là un réseau d'eau avec un côté froid et un retour chaud. Vous avez ici l'hydrogène qui est produit, qui sort par ce petit tuyau, qui va ici dans l'unité de compression et qui se stocke dans ces bouteilles d'hydrogène. Et puis vous avez un autre tuyau qui revient dans l'autre sens pour réutiliser l'hydrogène qu'on stocke dans les bouteilles. Et puis au choix, on utilise soit du gaz, soit l'hydrogène qu'on a stocké, déstocké dans le système. Donc c'est finalement relativement simple. Maintenant, concrètement, si on regarde, c'est quoi un projet hydrogène? Alors, il y a déjà des réalisations un peu partout dans le monde, c'est ce que Hélène montrait, mais y compris dans le domaine du bâtiment. Donc ça, c'est un projet qui est à Brüten en Suisse, qui existe vraiment. ABB a fait toute la gestion d'énergie. Il y a différents fournisseurs pour la partie électrolyseur, pile à combustible. Ils ont mis le stockage hydrogène en sous-sol. Ils ont un électrolyseur, une pile à combustible, des batteries. Ils ont un stockage thermique aussi, pour stocker la chaleur, et tout ça c'est sur des bâtiments de logement. Vous avez ici la société Enacteur qui avait fait quelque chose dans des logements collectifs en Thaïlande. Là vous avez une société berlinoise qui s'appelle HPS qui développe des solutions de stockage d'énergie pour des bâtiments, des logements. Vous voyez les bouteilles d'hydrogène, elles sont là, directement collées contre le bâtiment. Donc on va revenir sur les normes hydrogène, mais on voit que tout ça est extrêmement évolutif et c'est par l'expérimentation qu'on arrivera à faire bouger ça. Donc, un système hydrogène pour le bâtiment, c'est un projet. Donc là, je prends juste l'exemple de la façon dont nous on le voit, mais je veux dire, voilà, c'est un projet classique. Il y a finalement une phase de prédimensionnement. C'est quoi les besoins en énergie sur le site? Déjà, quel périmètre on considère? C'est quoi les besoins en énergie, en dynamique, électricité, chaleur? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme source? Est-ce qu'on a que du PV? Là, on est sur un projet avec Engie en Italie dans lequel on a aussi de l'hydroélectricité, donc le profil est pas le même. Il y a des boîtes qui développent de plus en plus des petits systèmes d'éolien en toiture qui vont encore avoir des profils de production électrique différents. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on consomme et comment on dimensionne le bazar au milieu. Donc on a développé des choses, on a partagé des infos avec Engie a des outils, enfin voilà, c'est des choses qui se développent. Derrière, une fois qu'on a dimensionné le nombre de modules d'électrolyse, pile à combustible si on est dans un système réversible comme le nôtre, ou la puissance de l'électrolyseur, la puissance de la pile, la puissance du compresseur, la taille du réservoir d'hydrogène, ça c'est de l'étude papier on va dire. Maintenant c'est comment on l'intègre dans le site. Donc ça c'est une étude d'ingénierie technique, c'est quoi les interfaces, où est-ce qu'on met les bazars, comment on les connecte au bâtiment. Derrière, comment on va piloter. Puis une fois qu'on a fait ça, on rentre en exé, on fait l'infrastructure, on livre, et puis après derrière il faut exploiter, entretenir, maintenir. Donc on est dans un schéma
super classique. Sur le premier point, projet de bâtiment, on a développé un outil commercial qui s'appelle les études de projection. J'y reviendrai s'il y a des questions. Ici, c'est un exemple d'application. On voit un bâtiment 6 000 m² en tertiaire, 100 kW crête de PV, on peut autoconsommer en direct 40%. Si on a un module de notre système plus 10 MWh de stockage hydrogène, on arrive sur un coût global à 115 € du mètre carré, avec une réduction des besoins d'énergie primaire de 50%. On réduit de 85% les quantités d'énergie qu'on achète, électricité et gaz, et au final, ça fait une économie de facture qui dépend des prix d'achat qui sont ici. Et on arrive tout à fait dans le business model dont je parlais tout à l'heure, finalement, comment on valorise finalement ça dans la valeur patrimoniale du bâtiment, et puis là derrière, ça dégage de la marge pour aller facturer les services de maintenance et puis l'entretien et exploitation du système. Concrètement, si on veut rentrer ce type de système dans des bâtiments et les faire valider d'un point de vue performance environnementale, on a une problématique aujourd'hui qui est la RT. Alors on est en France, je parlais un peu plus de la France, dans un cadre assez particulier, dans laquelle pour des raisons compréhensibles, la RT c'est une réglementation thermique, dans laquelle de plus en plus on commence à rentrer des logiques d'énergie au global, mais je veux dire, discuter avec des gens qui font des batteries, pour faire du stockage d'énergie dans des bâtiments avec du PV, ils ne se sont jamais posé la question de savoir, ils ne savent même pas que la RT existe. J'en ai parlé au CSTB qui me dit bah non c'est de l'électricité, je vois pas le rapport. Ben je vois pas le rapport. Voilà, mais alors quand on vient de la thermique, bah oui on se tape la RT, et quand on l'est pas, on s'en fiche. Donc nous on fait de la cogénération, donc on est dans le cadre de la RT. Donc je sais pas où ça en est, d'ailleurs je sais que Engie et GRDF ont pas mal travaillé pour qu'il puisse y avoir un titre 5 sur des cogénérateurs à pile à combustible. Donc nous notre système c'est un cogénérateur un peu particulier puisqu'il se fabrique en partie son propre fuel lorsqu'il fonctionne en mode électrolyse, mais ça veut dire que concrètement, il va falloir qu'on développe la moulinette qui va permettre de rentrer ce type de choses dans les moteurs de calcul de la RT. Donc ça ne peut se faire que post-expérimentation, et donc voilà, il faut commencer par l'expérimentation avant d'avoir ces trucs-là, et il y a des outils type titre 5 opération, ou après, entre deux, des moulinettes de rétro-calcul intermédiaires, qui vont permettre de rentrer progressivement ces choses-là par rapport à la réglementation thermique, qui donc du coup va avoir un impact sur potentiellement les labels, et puis sur un certain nombre d'autres sujets liés à la mise en œuvre du bâtiment. Estimer son impact carbone. Mais, par rapport à la réglementation énergétique, ça veut Alors, le sujet techniquement est très compliqué. Pourquoi ? Parce que l'ART, d'un point de vue, et c'est compréhensible, intègre plein de choses forfaitaires. Donc même avec les meilleurs bureaux d'études, experts renommés du système, etc., on passe notre temps à découvrir des erreurs, parce que nous, dans nos études, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une étude sur des profils temps réel et des consommations réelles. Parce que si aujourd'hui il fait beau, on produit de l'énergie, on va la stocker. Et que ce soir, ou plus exactement, on va faire du stock d'hydrogène. Ce week-end, pareil, il va faire beau. Lundi, temps pourri, on va réutiliser de l'énergie pour couvrir un certain nombre de besoins. Si les besoins de ventilation du bâtiment ne sont pas au réel, mais forfaitaires, ou d'autres types de consommation de ce genre-là, en fait, la valeur en kilowattheure du truc, telle que considérée par la RT, n'est pas la même que celle que nous on considère en modélisation dynamique du bâtiment. Et donc on se retrouve à comparer des choses avec des bases de calcul qui sont pas les mêmes, ce qui veut dire qu'il faut faire très attention, et qu'en fait, pour dimensionner l'impact d'un système de stockage, vous avez besoin d'avoir un modèle très fin, enfin relativement fin, qui vous dit qu'est-ce que j'ai comme surplus en dynamique, qu'est-ce que j'ai comme réutilisation en dynamique, et si votre profil, quand vous comparez avec 100, n'est pas le même, vous racontez potentiellement des bêtises. Et donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Est-ce qu'il vaut mieux faire un calcul qui va s'approcher des émissions réelles de CO2 du projet ? Ou est-ce qu'on fait un calcul comparatif sur un profil d'usage RT dans les deux cas, sachant que le gain relatif sur le profil forfaitaire versus sur le profil réel n'est pas le même. Donc voilà, on va avancer.
Concrètement, un exemple de comment nous on voit le système, mais n'importe quel système, à mon avis, hydrogène va être pareil. Vous allez avoir quoi comme interface avec votre site client? Vous allez avoir de la data, parce qu'il faut piloter le truc. Vous allez avoir des interfaces électriques pour alimenter le bâtiment en électricité, pour aller récupérer l'électricité du PV. Donc selon les projets, là sur le Crygène par exemple, on récupère le PV directement dans le hub et après on renvoie sur le réseau. Mais il peut y avoir d'autres sites dans lesquels le PV est déjà connecté au bâtiment et puis après on vient brancher en parallèle le système de stockage des stockages. Donc faut vraiment regarder ce point-là. Après vous avez des fluides, donc vous avez de l'air à la fois dont on a besoin pour la pile à combustible, vous avez le gaz nat, vous avez l'eau de ville, vous avez des eaux usées, vous avez des évents, et puis vous avez un système thermique. Donc c'est tous ces postes-là qu'il faut dimensionner. Et puis après, derrière, vous avez des interfaces internes, mais qui là seront plus ou moins packagées par les fournisseurs en fonction, je vous ai montré des exemples de projets. Et puis celui-là, je l'ai mis à l'autre bout, parce que pour nous, c'est un peu une interface interne, c'est-à-dire que le système par moment va aller produire de l'hydrogène, donc on va aller le comprimer et le stocker. De l'autre côté, on va le réutiliser. On a de l'azote sur certains modes de sécurité. Et puis on a évidemment une alimentation électrique du compresseur. Si sur un site comme ça, vous rajoutez une station hydrogène, ce que disait Hélène, ben derrière, vous allez rajouter un autre étage, c'était dans son schéma sur Singapour. Voilà, on rajoute un autre étage de compression pour aller après alimenter une station. Donc tout ça peut se décrire relativement bien. Bon, l'hydrogène, vous connaissez, je pense, tous ce type de bouteille. Voilà. Le dimensionnel qu'il faut avoir en tête sur un projet de bâtiment, c'est que sur une plaque de parking, vous mettez plusieurs mégawattheures. Parce que sur un rack de bouteilles, de 9 bouteilles, c'est voilà, l'hydrogène, c'est une quarantaine de kilowattheures PCS le kilo, et dans une bouteille, vous avez à peu près 1 kilo. Donc un rack de 9 bouteilles, c'est grand comme ça. Donc vraiment, dans une pièce comme ça, je pense qu'on met 10 ou 20 mégawattheures d'hydrogène. Et le prix en euros du kilowattheure de capacité de stockage est aujourd'hui 20 fois inférieur au prix cible des batteries dans 10 ans. Donc ça, c'est imbattable. Là où on a du prix, c'est au niveau de l'électrolyse et au niveau de la pile à combustible ou de la compression hydrogène. Donc pareil, un exemple d'ingénierie de projet, il y a la partie finalement équipementier. Il faut que l'équipementier spécifie toutes les interfaces dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut qu'il fournisse un dossier de sécurité de son équipement, ce dont il a la responsabilité. En parallèle, il faut regarder, commencer à faire un dossier d'intégration technique sur site. Pareil sur la partie logicielle, est-ce qu'il faut de l'instrumentation particulière pour venir exploiter le système ou pas? Et puis du coup, en fonction de ces problématiques d'intégration technique et des interfaces, on va arriver finalement à figer un dossier d'interface contractuelle où on sait que le gaz doit arriver à tel endroit, qu'on va pouvoir rabooter le système quand il sera livré, etc. etc. Ça, c'est votre métier, je ne rentre pas plus là-dedans. Et derrière tout ça, ça permet finalement de faire une étude de sécurité et de l'avoir validée, sachant que le temps de livraison d'une solution, je dirais, nous, côté Sylfen, aujourd'hui, on va s'engager sur des délais d'1 an. Il y a des technologies plus matures qui vont plus vite, mais simplement le temps de l'ingénierie, le temps de regarder les interfaces, de faire les travaux et de connecter le truc, sur des projets de bâtiments qui en général sont plutôt de l'ordre de 2-3 ans, alors en rénovation ça va plus vite, mais voilà, on est quand même sur des temps de cycle relativement longs sur ce domaine-là, et après derrière, on peut livrer le système et le mettre en route. Alors, l'hydrogène est évidemment un gaz qui est sujet à réglementation. Et il ne faut pas se mélanger les neurones, c'est assez complexe sur les différents thématiques de réglementation. Donc si on parle maintenant du sujet autorisation ou permitting, c'est-à-dire on voit ce que j'ai besoin de demander l'avis de quelqu'un avant de faire mon installation. Il y a aujourd'hui, on est dans le cadre plutôt de la réglementation ICTE, et sur cette réglementation ICTE, historiquement, il y avait 2 grandes catégories de textes. Un sur la production d'hydrogène, un sur le stockage d'hydrogène. Il y a un troisième qui vient d'être créé il y a 6 mois sur la distribution de l'hydrogène.
Alors, la problématique, c'est que si on se ramène 10, 15 ans, 20 ans en arrière, c'est quoi l'hydrogène? D'un côté, il y a des labos qui font des bidouilles dans leur coin, et de l'autre côté, il y a des énormes installations de production d'hydrogène par reformage de gaz, etc., pour de la pétrochimie, des usines d'ammoniac. Enfin, en gros, si on n'est pas Céveso, c'est qu'on a de la chance. Et donc, la logique est de dire, au premier gramme d'hydrogène produit, ICPE demande d'autorisation. Finalement, c'est logique, dans ce contexte-là, puisqu'en fait, on n'était que sur des sites où, de toute façon, les process qui demandaient l'hydrogène derrière devaient très probablement demander aussi l'autorisation aussi. Quand vous faites un électrolyseur en bas de la rue pour alimenter la station de service, évidemment, ça pose un problème. Donc, il y a eu un énorme lobby de tous les acteurs de la chaîne hydrogène mobilité, qui est la première qui s'est développée, pour dire tout ça, ça va pas, c'est pas possible. Et en gros, la DGPR a dit, OK, on rentre dans une logique de dialogue. Et dans cette logique de dialogue, aujourd'hui, on est plutôt dans une approche déclarative que dans une approche de demande d'autorisation, et en pratique, dans une logique où on va l'appeler l'adréal et on discute projet par projet. Et ce qui est écrit aujourd'hui dans le décret production industrielle et pas quantité industrielle n'est pas hyper défini, donc ça laisse une marge d'appréciation. Voilà. Sur le stockage, on est dans une logique très différente. Moins de 100 kg stockés, il n'y a pas de demande d'autorisation ni de déclaration. Si on est entre 100 et 1000, on fait une déclaration. Si on est au-dessus de 1000, demande d'autorisation. Donc ça, c'est relativement simple. Sur la distribution d'hydrogène, du coup, il n'y avait pas de règle parce que ça n'existait pas. Donc maintenant qu'il y a des stations, ça a été du gré à gré, de la discussion, du machin pendant quelques années. Maintenant, il y a un nouveau décret qui est sorti et qui cadre tout ça avec une procédure type déclaratif et pas à autorisation. Donc c'est intéressant de voir aussi dans quel sens ça évolue. Et donc voilà, en gros, le schéma, ça veut dire que sur ces sujets hydrogène et dans une logique de durée de projet d'1 an, il faut factoriser assez tôt dans le système ce type de problématique. Deuxième sujet, c'est les normes techniques. Donc ça n'a rien à voir, pas grand-chose, en tout cas il faut le dissocier dans sa tête par rapport aux demandes d'autorisation. Ouais, il ne me reste plus qu'une slide derrière, donc c'est la fin. De la même façon, on a des équipements de production de consommation d'hydrogène. Ces équipements doivent respecter un certain nombre de normes. Et là, les sujets, c'est vraiment les normes plutôt ATEX, les réglementations ATEX, avec tous les risques électriques, gaz, machin, etc., assez classiques finalement. Donc vous avez la part qui est liée à la certification de l'équipement lui-même, et puis après l'étude de danger sur la zone. Et puis vous avez des règles qui sont liées au stockage de l'hydrogène, avec des cercles de danger, des distances, des murs coupe-feu, des trucs et des machins. Et là, aujourd'hui, de la même façon, il y a tout un tas de textes réglementaires qui disent, par exemple, il faut être à plus de 8 mètres de je ne sais quoi. Par contre, votre voiture avec un réservoir hydrogène à 700 bars, vous pouvez la garer le long du mur. Donc on voit bien que là aussi, le fait qu'il n'y ait pas d'expérimentation encore beaucoup dans ce domaine-là, fait qu'il n'y a pas de retour d'expérience, qui fait que forcément le législateur ne va pas modifier les règles et qu'il faut prendre le truc dans le bon bout. Maintenant, ces services, finalement, je vais passer très très vite autour de ça parce que c'est votre métier, mais globalement, on est sur une logique d'un cogénérateur un peu particulier. Donc, il y a tout un tas de maintenances qui peuvent être prestées dans ce domaine-là. Et puis, j'en ai déjà parlé sur les services de pilotage de l'énergie, de gestion de l'énergie avec un gros accès à la donnée. Donc, conclusion, l'hydrogène a des apports pour la transition énergétique, pas que dans le domaine industriel et mobilité, mais également dans tout le secteur résidentiel tertiaire, sous des formes d'intégration très différentes. L'objectif, il est clair, c'est de réduire la consommation d'énergie primaire achetée. Tout ce qu'on va pouvoir produire directement sur place est favorable. Et quand on regarde les projets de territoire, type territoire à énergie positive, on a des sources d'électricité, solaire, éolien, etc. On a des sources de biogaz de plus en plus. Et quand on a quelque chose qui permet de faire le lien entre les deux, on arrive vraiment dans des stratégies de décarbonation à l'échelle globale. Pour y arriver, il faut développer des business cases, il faut développer des projets. Et pour ça, il y a d'un côté des fournisseurs d'équipements,
Nous, on en est un, mais il y en a d'autres. Et après, derrière, il y a tout un savoir-faire de déploiement de ces projets-là et de ces business cases qu'il faut développer aussi. C'est-à-dire que on rentre dans des logiques forcément multi-acteurs, et c'est pas les fournisseurs d'équipements seuls qui peuvent aller finalement adresser ces nouveaux business. On est dans un cadre classique de gestion de projet. Le point le plus important, je le redis, c'est le cadre réglementaire n'évolue que quand il y a des démonstrateurs qui vont permettre de fournir les données, qui vont permettre de le faire évoluer. C'est ce que tu as très bien montré avec Grid sur les taux d'hydrogène dans le gaz. Donc si aujourd'hui les acteurs se disent « Aïe, la réglementation est trop dure » ou alors « Aïe, la réglementation est pas claire, donc je fais pas », bah, du coup, il n'y a pas de démonstrateur et du coup, la réglementation n'évolue pas et on reste tous à attendre. Et on voit qu'à côté, en Allemagne, etc., bah, ils foutent les bouteilles, il n'y a pas de mur coup-de-feu et on n'est pas à moins de 8 mètres d'une habitation. Et du coup, bah, il y a des boîtes en Allemagne qui vont vendre, qui vont déployer, qui vont développer des savoir-faire. Et pendant ce temps-là, voilà, ils vont maturer, les coûts vont baisser, puis nous, on aura des coûts plus élevés et on va pleurer. Ils n'ont pas eu d'accident. Dans le monde de l'hydrogène, pour le coup, c'est une petite communauté extrêmement regardée. Et quand il y a des problèmes, on les apprend très vite. On pourrait revenir sur les questions sur l'hydrogène. Voilà. Et puis clairement, il y a un savoir-faire. Enfin, faut pas se leurrer, hein, l'hydrogène, il y a aussi ce côté à la fois très enthousiasmant et en même temps, auprès des mêmes personnes d'ailleurs parfois, qui fait un peu peur. Et en fait, c'est par l'expérience qu'on apprend et qu'on est rassurant vis-à-vis du client en disant « Attendez, vous inquiétez pas, on a déjà 3 installations qui tournent, on les exploite au quotidien, on vous fait visiter, ça marche, il n'y a pas de problème. » Et donc, c'est encore une fois cette expérimentation qui est vraiment la clé pour arriver à débloquer les verrous. Et on voit que sur la mobilité, c'est fait, ça y est. Il y a eu vraiment quelques années pendant lesquelles il y avait 1-2 stations. Il fallait se battre, et là maintenant il y a toutes les régions qui sont en train de basculer. Et je suis persuadé que dans le domaine résidentiel tertiaire, avec 4-5 ans de décalage, on va rentrer dans la même logique. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour la votation, on va essayer de faire quelques questions. Je ne sais pas si Martial, tu veux Juste assez rapide la question. La présentation, elle met plutôt en relief une utilisation résidentielle individuelle. On a l'impression quand même que l'infrastructure et les projets étant quand même un peu lourds, est-ce qu'il n'y a pas un marché quand même un peu négligé sur le résidentiel collectif, qui est d'ailleurs notre marché à nous, jusqu'à quelle est la gamme de puissance ou d'énergie qui est impactée par Alors, 2 réponses. Côté Silfen, on ne regarde pas l'individuel du tout. D'accord. Ça, c'est du B2C. Le mode de distribution voilà, et d'installation est complètement différent. Donc peut-être dans 4-5 ans, quand on aura un niveau d'industrialisation, etc., ça pourra être considéré quasiment comme une installation classique qui est faite aujourd'hui sur du solaire avec des batteries ou de la chaudière, mais on n'en est pas là. Donc nous, on travaille en gros à partir de 1500 m2, et on a des modules, un module 1500 à 2000 m2 de bâtiment, en fonction du profil de consommation du bâtiment, et on peut en mettre de 1 à 6, donc du coup on arrive vers 10 000 m2. Après, on avait fait un essai de regarder est-ce qu'on pouvait rendre autonome en énergie un système d'Unibail Rodamco, un énorme centre commercial. On était arrivé de mémoire à 54 modules ou un truc comme ça. On s'est dit c'est pas raisonnable. Donc en fait, on a dans notre roadmap le fait de développer des modules 400 kW qui vont permettre de traiter ce genre de système avec 4 ou 5 gros modules et pas 45 petits. Mais on est bien dans du collectif. Après, j'ai pas trop parlé, mais parce que Hélène en avait déjà parlé des usages mobilité. Mais nous, la vision avec laquelle on a commencé, c'est vraiment ça. C'est vraiment des projets de territoire dans lesquels finalement, si on mélange des éoliennes, alors là, elles sont coupées sur la photo, des panneaux solaires, du biométhane, des réseaux de gaz, et puis finalement des usages, électricité, chaleur, stockage d'hydrogène, on arrive à avoir finalement des écosystèmes 100% renouvelables, qui sont vraiment des choses qui sont plus de la science-fiction, qui sont techniquement faisables. On a déjà des approches d'efficacité énergétique, c'est-à-dire on sait que voilà, pour porter des projets maintenant, il va falloir qu'on ait une approche d'efficacité énergétique. J'ai tant de kilowattheures ou de kilowatts disponibles en électricité, je la restitue sous telle forme d'énergie, plusieurs énergies, on a vu, et j'en restitue
temps et ça me fait une efficacité de temps que je peux comparer avec de la réinjection réseau ou avec du stockage batterie. Il y a déjà cette approche-là, elle est possible ou... Oui, tout à fait. Alors, pour regarder effectivement les métriques, mais de toute façon, pour dimensionner des systèmes comme ça, stockage, déstockage, on est obligé d'avoir des modélisations, en gros, au pas horaire, de tout ce qui rentre et de tout ce qui sort en électricité, en gaz et en chaleur. Après, on retraite ça dans le mode qu'on veut pour avoir l'indicateur qu'on veut, et c'est des choses qu'on sort classiquement sur des projets. Tout à l'heure, Hélène a parlé que, vous avez montré le démonstrateur qui est Oxygène. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait potentiellement y avoir une seconde version qui allait venir. Et à terme, quand est-ce que vous pensez que votre technologie elle arrivera sur le marché français? Alors, donc on a le proto là qui tourne en ce moment au Oxygène. Il est en gros un quart en termes de puissance par rapport au module de base dont j'ai parlé, donc qui couvrira un bâtiment en gros 1 millier de mètres carrés. On a les premières unités à livrer dans des contrats signés là pour l'Italie. Un système 3 modules, donc 120 kW en puissance de stockage. Contractuellement, il fallait qu'on livre avant la fin de l'année, on ne sera pas complètement prêt, on sera début d'année prochaine. Et donc là, on sera vraiment sur le module taille réelle tel qu'on le conçoit. Donc après, notre objectif, c'est d'avoir quelques démonstrateurs comme ça, donc peut-être aussi dans le cadre de Sphinx ou d'autres projets sur 2020 et 2021, et de faire le retour d'expérience de cette première génération de démonstrateurs pour avoir un lancement de produit commercial série, on va dire, dans 2 ans, quoi, été 2021. Et en termes de, vous les avez rappelés, mais du coup à peu près, donc là vous avez dit en Italie 120 kW, mais du coup juste pour rappel, ça fait à peu près combien d'euros de kilowatts à terme à 2021 dans 2 ans? Alors si on regarde un des points pour lesquels je vais répondre à votre question, hein, mais pour lesquels j'ai commencé par ça, on a travaillé sur le sujet bâtiment, c'est parce qu'on valorise la chaleur. On en a peu parlé jusqu'à présent. Hélène a parlé des rendements d'électrolyse. Moins le rendement d'électrolyse, c'est quoi? En général, c'est de la chaleur. Donc c'est vrai que si vous êtes au milieu du désert d'Atacama, sous des centrales solaires qui font je ne sais pas combien de gigawatts, vous allez produire de l'hydrogène, vous allez produire une quantité phénoménale de chaleur que vous n'allez pas savoir quoi faire. Si derrière vous remettez une pile à combustible qui a un rendement d'à peu près 50%, pareil, vous allez produire de la chaleur. Avec les technologies basse température, c'est de la chaleur pas très chaude. Et donc en fonction de où vous allez être, et voilà, vous allez la valoriser plus ou moins bien. Du coup, quand vous êtes dans un bâtiment, certes, il y a des moments où le bâtiment n'en a pas besoin, mais il y a des moments où il en a besoin et on va se substituer à du kilowattheure électrique, notamment sur du chauffage de l'eau. Il y a quand même beaucoup de chaudières électriques. Donc au final, le prix du kilowatt heure consommée a du sens pour les énergéticiens que nous sommes tous, mais n'en a absolument pas pour le client. Je m'explique. Le client, à la fin, il va avoir une facture en euros. Sa facture en euros, ça va être des achats d'électricité et des achats de gaz, ou que de l'élect, ou non pas que du gaz, pour couvrir des besoins d'éclairage, de chauffage, de ceci, de cela. Et donc au final, quand on a un système avec de la cogénération, des panneaux solaires, voire que des batteries, etc., ben on va stocker des trucs, remettre dedans, on va générer de la chaleur qui va économiser ou pas des consommations, et au final on va avoir un mix énergétique du bâtiment qui va être 1/3 PV autoconsommé en direct, 1/3 des surplus stockés réutilisés, et un 3e tiers acheté sur les réseaux d'élect ou en cogénération gaz. Et là on peut comparer le prix on peut rediviser ça par le kilowattheure global consommé, mais lequel on prend, est-ce que c'est de l'électrique plus du thermique, on additionne un peu des choux et des carottes pour avoir 1 euro du mégawattheure consommé par an. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est que en modèle pur énergéticien, c'est-à-dire CAPEX plus amorti, actualisé avec les OPEX, etc., à coup sûr, à prix cible de ce type de technologie en Allemagne, on va être à des ROI de 7 ans, peut-être un peu plus, 7-10 ans, mais on est clairement moins cher que les solutions tout électriques. En France, on va arriver en gros à parité. Après, tout dépend, si on a 5% d'augmentation par an de l'élec
et que ça continue dans les 15 ans qui viennent, on sera moins cher avec des solutions en autoconsommation, stockage, projet gaz. Et là, il faut être un peu devin, quoi. Bon, c'est ce que prévu dans la PPE, 3% par an. Ouais, ouais. Là, on parle de modules à l'échelle du bâtiment. Est-ce qu'on peut envisager ce genre de technologie, par exemple, à l'échelle d'un réseau de chaleur, par exemple, à terme? Mais nous, on a des expérimentations dans nos entreprises ou pas? On a des projets alors l'expérimentation phare, c'est donc Hélène a décrite, hein, dont on a parlé au Kigel. Il y a des projets aujourd'hui. Non, mais je veux dire, beaucoup de consommation sur un modèle comme celui-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet en France signé. On discute sur des projets avec le groupe NJ, évidemment, avec IDEX, avec quelques autres. Aujourd'hui, on a une problématique en France, c'est qu'on a un tel focus sur les transports et sur l'industriel, qui sont des gros projets avec des technologies déjà matures, que les projets aujourd'hui en consommation locale. Alors, il y a Sostepo William qu'on a développé quelques-uns, notamment le bâtiment Delta Green à Saint-Herblain, près de Nantes. Mais globalement, il y a peu de projets. Il commence à y avoir des projets plutôt production d'hydrogène et stations connectées à un bâtiment, par exemple des supermarchés, mais où il n'y a pas forcément le retour vers le bâtiment et pas forcément la cogénération. Donc c'est vrai qu'on est un peu pionnier aujourd'hui sur ce type de sujet. Et je le disais tout à l'heure, l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Enfin, avec Hélène, on se connaît depuis, je pense, au début des années 2000, et voilà, on a vécu un peu tout ce qui s'est passé sur l'hydrogène. On est, nous, aujourd'hui, au niveau de maturité, où étaient les gens de la mobilité ou de la production industrielle en électrolyse PEM il y a 5, 6 ans, 10 ans, quoi. Voilà, c'est... Donc, vous avez des messages génériques qui se rapprochent beaucoup d'une autre. Typiquement, on est quand même face à par exemple, dans la partie logement, on est face à un ministère ou une DHUP qui est très isolation. Et le message dans lequel vous dites, attendez, est-ce que c'est vraiment intelligent d'isoler à mort les bâtiments alors que demain il y aura des solutions d'autoconsommation, mais on a le même phénomène nous avec un raccordement réseau de chaleur vertueux. Et alors pourquoi isoler à mort un bâtiment qui va être desservi en réseau de chaleur vertueux? C'est un peu idiot, voilà. Ce message-là, il va passer dans les pouvoirs publics. Hein. On est loin, loin, loin. On en est loin, et c'est là que justement l'expérimentation a de la valeur, parce qu'on va pouvoir mesurer les choses. Et c'est vrai que moi je vois aussi une vertu au fait d'aller vers, sortir un peu de cette logique de RT, et d'aller finalement vers une vraie vision, même temps réel. Parce que c'est pareil, tous les bâtiments de postes qui sont sortis, la certification, elle se fait sur note de calcul et pas en... Non, mais en plus, le dépose, c'est plus... On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va aller quand même avec les outils modernes et technologiques, etc. On va aller vers du... De toute façon, c'est plus compliqué que ça. Voilà, de toute façon, on ne peut pas faire une modélisation réelle. À partir du moment où on part en conventionnel, on a mieux peut-être qu'on se mentionne les besoins énergétiques. Donc, mais on va aller vers de la métrologie maintenant. Enfin, ces infos, on les a, quoi. On commence à les avoir et on va les avoir de plus en plus. Donc moi, ce que je pense, c'est que notamment tout ce qui va vers le pulsément et ces choses-là, et l'indicateur de kilowattheure mètre carré par an, à un moment donné, on aura des vraies comparaisons et des vrais chiffres de combien de kilowattheures d'électricité j'ai acheté et de gaz j'ai acheté à la fin de l'année. Parce que le truc qui moi m'étonne, c'est que finalement, vous avez fait l'expérimentation sur les petits bâtiments. Et on a le sentiment que sur ce type de techno, alors pour le coup, il y a un effet d'échelle quand même. Bien sûr. Donc là, quand vous dites qu'on va passer à des modules plus importants, en tête la taille 40, je comprends. Ouais, des modules pour des surfaces de type de 10 000 m². Nous, on vise ça pour 2022. Oui, 10 000 m² ou plusieurs bâtiments représentant 10 000 ou 20 000 m². C'est ça. Et ça, vous dites, c'est pour quand, ça? On vise pour 2022. Mais après, il faut qu'on trouve des partenaires pour développer, pour réaliser. Il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser, comme dirait l'autre. Non, traverser la rue, vous en trouverez. Non mais oui, enfin, d'un point de vue très opérationnel, je suis complètement en phase. Je pense que le maximum de valeur va se trouver à ce type d'échelle. Voilà. Après, c'est juste pragmatique, c'est que voilà, on part de technologies qui ont un degré de maturité de moins, mais qui apportent vraiment des avantages en termes de versatilité et de rendement.
Et donc on pense que voilà, on démarre à des échelles relativement petites, mais l'objectif est bien de faire le scale-up derrière, c'est évident. Mais peut-être la solution serait de regarder ça sur des petits réseaux. Hein. C'est ce que je... Parce que je ne sais pas quel impact en TVA 5.5, mais l'air de rien, si on rajoute la TVA 5.5 dans le calcul, ça va améliorer un tout petit peu la chose. Je rappelle que sur les réseaux, on a un créneau d'opportunité pour proposer des innovations là, dans les jours qui viennent. Donc moi je vois un créneau d'opportunité sur certains réseaux qui sont en limite passés à 50% de l'année, en 60%, ici on va mettre 20% d'hydrogène dans le gaz qu'on consomme, plus un peu de biomasse, je ne sais pas quoi. Typiquement ceux qui sont en cogénération gaz, que aujourd'hui tiennent le choc grâce à la cogé-gaz. Ce serait pas mal de trouver un ou deux exemples sur les réseaux. Donc sur le premier sujet, mais sur le deuxième sujet, je ne sais pas quand même comment on adapte à une problématique de réseau de chez nous. C'est pas forcément. Mais du coup, ça serait de l'hydrogène en une sorte de garantie d'origine aussi, dans le sens qu'il faudrait garantir qu'elle a été faite à partir de sources vertueuses. Ça, c'est le système avec garantie d'origine de l'hydrogène. Alors, est-ce qu'il faut démontrer que ce soit vraiment une garantie d'origine? Parce que finalement, pour le nucléaire, ça devrait avoir un bon effet, très sincèrement. Pour moi, l'électricité verte, elle est nucléaire aussi, non? Là, on se prend la queue par rapport à la réglementation bâtiment, dans lequel l'électricité a ce fameux coefficient énergie primaire, etc., de 2, quelques. Donc, c'est ça qui est problématique aujourd'hui dans ces métiers et dans ces schémas d'intégration, c'est qu'on voit qu'on est un peu à la convergence ou la confluence de logiques de pensée qui ne sont pas les mêmes. Mais je veux dire, ça va être compliqué de dire qu'on va faire de la chaleur qui n'a pas le coefficient de 58. Enfin, juridiquement, c'est peut-être faisable. En faisant de la cogé à partir d'un hydrogène qu'on a produit à partir d'électricité nucléaire, dont on a oublié qu'il fallait y rajouter le de 58. Non, mais après, il y a déjà des distinctions. Par exemple, dans le label E plus et moins, on peut dire des distinctions entre si on fait de l'autoconsommation ou si on fait de l'export, parce qu'on ne débalque pas forcément le 2,58. Donc il y a déjà des Ouais, tout à fait. Regardez ça en cas par cas. Ouais, je crois que c'est malheureusement c'est comme ça que. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. Des remarques d'ailleurs, non? J'ai une question sur la compression de standards. Ça consomme quel conseil les Alors, j'ai toujours dit que c'était le facteur limitant sur le méthane. Des formations professionnelles venant dans le monde de l'hydrogène et où les gens pensent beaucoup mobilité, ils disent ah mais alors vous êtes obligé de comprimer à 700 bars parce que c'est le standard des voitures. Non, 700 bars. Et c'est vrai que les racks de bouteilles B50 standards qui tiennent jusqu'à 200 bars sont des moyens faciles, pas chers, qu'on trouve partout, de faire du stockage finalement relativement dense. Donc nous on est dans un schéma stocké jusqu'à 200 bars. En réalité, si vous êtes dans un système de réutilisation de l'hydrogène, vous n'avez aucun intérêt économique et énergétique à monter en pression, parce que vous allez réutiliser à basse pression. Après, la question, c'est le compromis technico-économique, combien de mètres cubes j'ai besoin, à quelle pression versus la place que j'ai. Mais si on monte peut-être que jusqu'à 30 bars, on arrive à des compromis acceptables, ça dépend où on est. Là, on est en train de travailler sur des projets, par exemple à Monaco, où l'idée ce serait d'arriver à mettre du stockage dans les sous-sols de bâtiments, avec des évents, etc. Ça devient un peu compliqué. Et je pense qu'on va essayer d'identifier un peu. Il y a des sites sur lesquels on ne va pas s'embêter. Et l'ordre de grandeur, sinon, l'énergie de compression, on va être sur à peu près une dizaine de %. Donc c'est vrai que quand on parle rendement électrolyse, il faut aussi prendre en compte après ces rendements de compression. Et c'est là que le fait d'utiliser le réseau de gaz, donc ça c'est des sujets qu'on discute avec GRDF en termes de modèle économique. Pour le coup, le réseau de gaz est un vecteur de stockage d'énergie réel, plus que le réseau électrique, c'est-à-dire, pour le coup, il y a une vraie molécule qui rentre dans un vrai tuyau, qui se balade quelque part, qui est pas reconsommée en temps réel à un autre bout. On a une certaine flexibilité en pression. Et donc hybrider entre du stockage local, un peu de réinjection potentiellement décentralisée sur des boucles de gaz dans lesquelles par ailleurs il y a aussi du stockage centralisé par d'autres biais, on voit qu'on a là sans doute un outil qui peut permettre de faire se reconnecter les différents modèles économiques ou différents usages
que tu as montré au début de ta présentation. Très bien, c'est parfait, merci beaucoup Nicolas. Et donc du coup je vais laisser la place à Martial pour faire une conclusion et merci, c'était très intéressant. Quant aux conclusions, bon, on voit que si l'hydrogène n'est pas prêt à faire un relais immédiat, par exemple à la cogénération, hein, pour nos métiers, on n'est pas là. Par contre, on n'en est pas non plus au stade laboratoire. Je crois qu'on voit très bien dans ces deux présentations, une assez globale, planétaire d'Hélène, et puis une au niveau du bâtiment, au pied du mur, si j'ose dire, en tout cas au pied du bâtiment de Nicolas, on voit qu'on sort du laboratoire. On n'est pas complètement dans des phases industrielles. Ce que j'ai retenu de commun aux deux présentations, c'est la pertinence et la nécessité de sites démonstrateurs, de pilotes, qui vont faire évoluer la réglementation. Il y a quand même pas mal de choses qui sont bloquées par les prix, par les business models, mais surtout par la réglementation. Et à vous entendre, on a vraiment intérêt à faire des pilotes qui permettront de débloquer les choses. Voilà. Donc, je pense que dans un organisme comme l'OFEDEN, dans le contexte du décliné, Pascal, il faut entendre ça. Et il y a un besoin vraiment de sites démonstrateurs avec des technologies quand même qui sont éprouvées aujourd'hui, des savoir-faire, et puis des prix qui ne sont pas complètement éloignés de nos prix quotidiens. C'est ce que je n'aurais retenu pour cette matinée. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot aussi, au-delà des pilotes, toutes ces réflexions plus réglementaires, de lobbying et choses comme ça. Ce que moi j'ai vu dans le domaine de la mobilité hydrogène, c'est que pendant très longtemps, on avait une espèce de situation dans laquelle on avait des fournisseurs d'équipements hydrogène. Alors, il y avait McPhy, Saint-Gobain, Fulcel, etc. Des grands opérateurs, Engie, Air Liquide, voilà. Et puis, ça a tourné en rond. Et puis, à un moment donné, il y a l'association des véhicules électriques qui est rentrée dans le système, plus des associations d'équipementiers, plus des associations professionnelles de constructeurs. Et là, d'un seul coup, le gouvernement a dit, tiens, les vrais professionnels du vrai secteur, parce qu'on parle transport, commencent à bouger. Et là, d'un seul coup, ça s'est décoincé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une association on va dire, professionnelle hydrogène qui est la FIPAC, mais qui est très hydrogénocentrée, forcément, c'est son objet. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où il faut commencer à tisser des liens pour aller regarder comment ces sujets hydrogènes peuvent rentrer dans les métiers, et donc du coup, pareil, des réflexions de normes autour des bâtiments, autour de la COGE, autour de s'inspirer de ce qui s'est fait en mobilité et en production hydrogène industrielle, effectivement, qui se sont d'ailleurs fortement basés sur des expérimentations et des pilotes. Ah bah les deux vont ensemble. Ouais. Voilà, c'est ma conclusion personnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Est-ce qu'on a prévu de demander une appréciation des gens qui étaient en ligne? On a demandé au fur et à mesure, on avait pas mal de remarques. Et ils vont noter également. On note également. Ok, ben j'espère que c'est une première. Dans ce sujet, on en reparlera au moment de notre congrès. Donc, c'est qu'on a quand même noté, c'est important, au mois de septembre. Pardon? Nous allons mettre devant la caméra. Je vous donne devant la caméra, non, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais, pardon, oui, donc je me mets devant la caméra, que je ne vois pas parce que. Voilà. Donc, ce sujet, on va reparler au moment du congrès. Il y aura un atelier innovation sur les innovations hard, donc tout ce qui est technique, hein, ça on n'est plus sur le digital, numérique, qui étaient les sujets des conventions précédentes. On a prochainement un webinaire également sur l'évolution des pompes à chaleur. Je vois que les piles à combustible évoluent aussi extrêmement vite. On a un certain nombre de sujets hard qu'il faut que l'on regarde ensemble. Donc l'idée c'est de dire en fait comment nos métiers accompagnent finalement cette évolution. Le sujet des démonstrations, on a dit, au cœur des questions de la FEDEN. Les entreprises de la FEDEN ont souvent été impliquées dans des démonstrateurs. Et donc sur ces sujets-là, je pense que ce sera peut-être même l'occasion de rencontre ou d'un dialogue un peu ouvert sur ces questions. Donc c'est important, vraiment j'insiste là-dessus. D'abord, faites connaître ce webinaire autour de vous dans vos contacts. Hein, plus ces messages sont partagés, plus on aura ensuite des réflexions éventuellement pour faire évoluer les systèmes. Donc c'est important. Plus on sera encouragé d'ailleurs à en monter d'autres. Donc voilà. Et puis j'imagine qu'on peut encore améliorer la formule, mais pour ma part, je tiens à vous remercier parce que j'ai trouvé ça passionnant et ça correspondait exactement à l'idée que j'avais, c'est-à-dire que j'avais plein d'idées sur l'hydrogène, mais pas les bonnes, et donc grâce à vous, les jeux d'approche, je fais plus au carré. Voilà, merci beaucoup.